Il est entré dans ce restaurant en s'attendant à rencontrer une inconnue. Mais ce qu'il a trouvé, c'était la seule femme sur Terre qu'il n'aurait jamais dû désirer. La mère de son ex-femme. Mason Calloway se tenait figé sur le seuil d'Alderton. Les tables éclairées à la bougie devenaient floues autour de lui. De l'autre côté de la salle, Victoria Ellsworth leva les yeux. Son visage devint complètement blême. Deux adultes, une erreur catastrophique. Une erreur commise par des amis bien intentionnés qui n'avaient aucune idée de ce qu'ils venaient de faire. Ils auraient pu partir. Ils auraient dû partir. Mais aucun d'eux n'a bougé. Ce simple moment d'hésitation leur a coûté tout ce qu'ils pensaient savoir sur leur propre vie. Si cette histoire fait déjà battre votre cœur plus vite, cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Laissez un commentaire avec la ville depuis laquelle vous regardez. Voyons ensemble jusqu'où cette histoire a voyagé. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Mason s'était donné exactement 45 minutes pour se préparer. C'était 30 de plus que ce qu'il passait à s'habiller n'importe quel matin depuis 3 ans. Il se tenait devant le miroir de la salle de bain de son appartement. Il tenait une cravate qu'il n'avait pas portée depuis sa dernière évaluation de performance chez Arov Associés. Il se sentait vraiment ridicule. « T'as l'air bizarre », dit une petite voix depuis le seuil. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Lily avait 6 ans et tenait son lapin en peluche. Monsieur Bouton, par une oreille. Elle était en pyjama, un petit pyjama bleu couvert de planètes de dessins animés. Elle le fixait avec l'expression qu'elle réservait aux choses qu'elle ne comprenait pas, mais qu'elle s'efforçait d'évaluer. « Merci, dit Mason. Pourquoi tu portes ça? Parce que je vais dîner. Lily réfléchit à cela. Je peux venir? Pas cette fois, ma puce. C'est un dîner de travail? Mason posa la cravate sur le comptoir et prit une chemise normale à la place. Non, c'est un dîner avec quelqu'un que je n'ai pas encore rencontré. Le visage de Lily se plissa. C'est bizarre. C'est un peu bizarre. Oui. Elle traversa le carrelage de la salle de bain et regarda son reflet à côté du sien dans le miroir. Elle était si petite que seuls ses yeux et le haut de sa tête apparaissaient en bas du cadre. Les oreilles du lapin dépassaient à côté d'elle. Si tu ne les aimes pas, alors je mange mon dîner et je rentre à la maison. Et s'il ne t'aime pas? Mason baissa les yeux vers elle. Alors je mange mon dîner plus vite et je rentre à la maison. Cela fit sourire Lily. Ce sourire rapide et intime qu'elle avait. Un sourire qui le glaçait encore parfois sur place. Parce qu'il ressemblait tellement à une photo de quelqu'un d'autre, à qui il ne se permettait plus de penser. Il lui ébouriffa les cheveux. Et elle s'esquiva avec un bruit de protestation, serrant plus fort Monsieur Bouton. Sa babysitter, une étudiante de 20 ans nommée Dana, qui vivait 2 étages plus haut, arriva à 6h15. Lily avait déjà abandonné son interrogatoire sur la garde-robe de Mason. Elle était absorbée par un livre d'images sur le canapé. Elle leva à peine les yeux quand il l'embrassa sur le haut de la tête. « Sois sage, dit-il. « Je suis toujours sage, dit Lily sans lever les yeux. Dana réprima un sourire. Mason attrapa ses clés. Il avait accepté tout ça à cause de Colin Reeves. Colin était son meilleur ami depuis qu'ils avaient 19 ans. Et depuis 18 mois, il menait une campagne lente et patiente pour ramener Mason dans le monde. Les arguments de Colin avaient évolué avec le temps. Au début, c'était l'approche douce. « Tu mérites d'être heureux, mec. Tu ne peux pas te fermer pour toujours. » Quand ça n'a pas marché, il est passé à la logique pratique. Lily a besoin de voir son père vivre sa vie, pas seulement la maintenir. Quand ça a aussi échoué, il a essayé la culpabilité. Tu sais à quel point c'est dur de te voir manger des restes seul à 9h30 du soir, pendant que j'essaye de t'appeler pour toute autre chose? Rien de tout cela n'avait fonctionné. Mais il y a 3 semaines, Colin avait essayé quelque chose de différent. Il n'avait pas argumenté du tout. Il avait simplement dit « Je connais quelqu'un que je pense que tu devrais rencontrer. Elle est intelligente. Elle est authentique. Elle ne joue pas de jeu. Un dîner. C'est tout ce que je demande. » Mason avait dit non. Colin avait attendu 4 jours et avait redemandé. Mason avait dit qu'il y réfléchirait. Colin avait attendu 3 jours de plus et avait envoyé une confirmation de réservation à l'email de Mason. Le message disait « C'est déjà fait. Viens ou ne viens pas, mais je pense que tu devrais venir. » Alors Mason s'était dit qu'il faisait ça pour que Colin le laisse tranquille. Ce n'était pas entièrement un mensonge, même si ce n'était pas non plus toute la vérité. La vérité entière était plus petite et plus difficile à dire à voix haute. Qu'il avait 32 ans et qu'il était fatigué de sentir que sa vie avait été mise sur pause à 29 ans. Et qu'une partie de lui
Celle qui se souvenait encore de ce que c'était que d'attendre des choses avec impatience était curieuse. Il se gara à 2 rue d'Alderton, car le parking était plein. Il marcha dans le froid de janvier, les mains dans les poches de sa veste. Le restaurant était le genre d'endroit qui comprenait qu'un bon éclairage était plus important que tout. Des luminaires en cuivre, bas et chauds, au-dessus de tables en bois sombre. Le murmure des conversations des autres créait un son semblable à une rivière qui coule lentement. Il était venu ici une fois auparavant, il y a des années, pour l'anniversaire d'un collègue. Le souvenir semblait meilleur à l'époque. Il donna son nom à l'accueil. La jeune femme vérifia sa tablette, hocha la tête et dit « Votre invité est déjà là, monsieur. Par ici. » Il la suivit entre les tables, ajustant le col de sa chemise. Il passait en revue le petit inventaire de sujets de conversation qu'il avait préparé pour l'occasion. Il était si concentré sur la gestion de sa propre nervosité qu'il lui fallut 3 bonnes secondes, après s'être arrêté à la table, pour vraiment réaliser ce qu'il voyait. Victoria Ellsworth leva les yeux du menu qu'elle étudiait. Elle le faisait avec le genre de concentration rigide que les gens utilisent quand ils se servent d'un objet comme excuse pour ne pas regarder la salle autour d'eux. Elle portait un chemisier vert foncé, les cheveux tirés en arrière, des lunettes de lecture. Elle les enleva immédiatement quand elle le vit. Et elle devint complètement immobile, de la manière dont une personne s'immobilise quand son cerveau rencontre quelque chose qui ne correspond à aucune catégorie disponible. Mason sentit le sol bouger sous lui, et ce n'était pas une métaphore. Son corps perdit l'équilibre pendant une demi-seconde. Il posa une main sur le dossier de la chaise vide en face d'elle, juste pour avoir quelque chose de solide à tenir. « Mason », dit Victoria. Ce n'était pas une salutation. C'était plutôt comme une personne disant un mot à voix haute, pour confirmer que le mot signifiait toujours ce qu'elle pensait qu'il signifiait. « Victoria », dit-il. L'hôtesse, ne décelant rien d'anormal dans l'atmosphère, sourit et dit « Je vous envoie votre serveur tout de suite », et les laissa seuls. Aucun d'eux ne s'assit. « C'est Colin qui a organisé ça », dit Mason. Sa voix sortit plus prudemment qu'il ne l'avait prévu. « C'est Patricia qui a organisé ça », dit Victoria. Elle le dit de la même manière que lui. Le fait avant l'émotion, pour gagner du temps. Patricia Holloway était l'amie d'université de Victoria. Elle essayait de lui arranger un rendez-vous depuis plus d'1 an. Mason ne connaissait pas bien Patricia. Il connaissait son nom, savait qu'elle existait. Il savait qu'elle avait été à 2 des Noëls de famille, à l'époque où lui et Laurel étaient encore mariés. Et c'était ça le problème. Le problème complet, catastrophique, absolument terrible, posé au centre de cette table comme un 3e couvert, qu'aucun d'eux n'avait commandé. Victoria Ellsworth avait 49 ans. Elle était la fondatrice et PDG d'Ellsworth Strategic Partners. C'était une société de conseil qui avait fait d'elle l'un des noms les plus respectés et parfois craints du secteur des entreprises de cette ville. Elle avait élevé une fille en grande partie seule, après la fin de son mariage, quand cette fille avait 8 ans. Elle avait la réputation d'être précise et calme. Elle avait aussi une sorte de franchise que les gens qui travaillaient pour elle qualifiaient d'exigeante et que les gens qui l'aimaient qualifiaient d'honnête. Elle était aussi la mère de Laurel Ellsworth Calloway. C'était le nom de jeune fille de l'ex-femme de Mason, avant qu'elle ne prenne le sien. Puis elle l'avait discrètement, chirurgicalement, retiré de sa vie. Avec tout le reste, cela faisait de Victoria Ellsworth la mère de la femme qui avait quitté Mason. Elle avait aussi abandonné leur fille, alors âgée de 3 ans. Elle était partie sans explication complète. La seule raison était celle qui tournait en boucle dans sa tête depuis lors. Je ne suis pas faite pour ça. Je pensais l'être. Je ne le suis pas. Mason tira finalement la chaise et s'assit. Rester debout à une table de restaurant pendant que son architecture interne se réorganisait semblait la pire option. Victoria s'assit en face de lui au même moment. Ils se regardèrent à la lueur des bougies, comme 2 personnes qui venaient de réaliser qu'elles lisaient des scénarios complètement différents pour la même scène. « Comment ont-ils pu ne pas savoir ?» dit Mason. « Colin ne connaît pas bien Patricia. Elle n'aurait pas su lui dire. » Victoria posa ses lunettes de lecture sur la table à côté de son verre d'eau. Elle le fit avec la même précision qu'elle appliquait à tout. « Patricia sait que j'étais proche de la famille de quelqu'un nommé Mason. Elle ne connaît pas ton nom de famille et n'aurait pas pensé à faire le lien. Colin connaît ma situation, mais il ne sait pas. » Mason s'arrêta. « Il ne connaît pas votre nom. Je ne pense pas avoir jamais mentionné votre nom spécifiquement. Non, vous ne l'auriez pas fait. » Cette phrase a été un peu plus blessante que prévu, et il la vit le remarquer.
Un bref resserrement au coin de ses yeux. « Je ne le disais pas comme une insulte, dit-elle. Je sais. » Le serveur apparut. C'était un jeune homme avec un bon timing et aucune conscience qu'il entrait dans une situation tendue. Il leur demanda s'ils voulaient commencer par des boissons. Victoria commanda de l'eau pétillante sans regarder le menu. Mason commanda la même chose. Non pas parce qu'il en voulait, mais parce que prendre une décision sur autre chose semblait trop difficile pour le moment. Quand le serveur partit, le silence revint. « Nous pourrions partir, » dit Mason. « Nous pourrions, mais nous sommes déjà là. » Victoria le regarda fixement. Elle avait toujours eu cette qualité, la capacité de maintenir le contact visuel sans que cela ne ressemble à un concours, sans que cela ne paraisse chaleureux non plus. Juste direct, présent et impossible à déchiffrer. Il avait trouvé ça déconcertant quand ils s'étaient rencontrés par l'intermédiaire de Laurel. Il trouvait ça déconcertant maintenant, mais différemment. « 1 heure, dit-elle. Nous dînons. Nous nous comportons comme des adultes. Puis nous rentrons chez nous, et nous ne mentionnons jamais cela à personne. Et nous appelons nos amis entremetteurs respectifs demain, et nous expliquons ce qui s'est passé. Et nous les appelons demain, et nous expliquons calmement que cela ne doit plus jamais se reproduire. Une pause. Oui, Mason prit le menu. 1 heure. Victoria prit le sien aussi. 1 heure. Les 15 premières minutes furent brutales. Ils commandèrent leur nourriture avec l'attention excessive de 2 personnes très reconnaissantes d'avoir quelque chose à lire. Victoria posa au serveur une question sur la préparation du saumon. La question était plus détaillée qu'elle ne le méritait. Bisson commanda un steak qu'il ne voulait pas particulièrement. C'était la première chose sur le menu qu'il reconnaissait. Quand le serveur fut de nouveau parti, ils se retrouvèrent seuls l'un avec l'autre. « Comment va Lily ?» demanda Victoria. C'était la bonne question, et aussi la plus difficile. Parce que Lily était le fil conducteur, la seule chose qu'ils partageaient sans ambiguïté, et parler d'elle semblait à la fois nécessaire et étrange. « Elle va bien. Elle a 6 ans maintenant. »« Je sais. » Victoria fit une pause. Laurel envoie des photos de temps en temps. Mason ne le savait pas. Il essaya de ne pas le montrer. Elle est en première année. Elle aime les dinosaures et elle apprend à lire. La phase dinosaure a commencé quand elle avait 4 ans. Elle leur a donné des noms. Victoria perçut quelque chose dans son expression. Laurel m'a dit qu'elle enverrait parfois des photos avec les noms écrits au dos. Steggy, Dr. Longku. Dr. Longku est toujours sur l'étagère. Et Mason se surprit à presque sourire malgré lui. Elle refuse de le déplacer. Elle a toujours été têtue. Victoria le dit avec une affection indéniable. Puis elle sembla se reprendre et devint plus prudente. Je ne dis pas ça comme une critique. Je sais. Et il le savait. Parce que l'entêtement de Lily était l'une de ses choses préférées chez elle. La qualité spécifique qui faisait d'elle-même, et non une version plus gérable d'elle-même. Il y eut une pause légèrement différente des précédentes. Pas aussi tendue. Tu t'en sors bien avec elle. Victoria dit, d'après ce que dit Laurel. Mason sentit quelque chose dans sa poitrine se crisper et se tendre. Qu'est-ce que Laurel dit? Sa voix sortit plus sèche qu'il ne l'avait voulu, et il vit Victoria enregistrer le changement. Elle ne s'y l'a pas, mais elle ne fit pas non plus semblant que ce n'était pas là. Elle dit que Lily parle de toi constamment, que tu lui prépares le petit déjeuner tous les matins, même quand tu es en retard, que tu as appris à faire des tresses grâce à un tutoriel sur YouTube, et que tu t'es entraîné sur ces animaux en peluche. Mason resta silencieux un moment. Je suis devenu assez bon. Lily dit que mes tresses françaises sont meilleures que mes tresses normales. C'est quelque chose dont on peut être fier. Il a fallu beaucoup de tentatives ratées sur un lapin nommé Monsieur Bouton. L'expression de Victoria changea. Pas tout à fait un sourire, mais quelque chose de proche. Le genre de mouvement que les gens font quand quelque chose les prend au dépourvu. Assez pour que leur visage réagisse avant que leur esprit ne rattrape le coup. Elle le dissimula en attrapant son verre d'eau. La nourriture arriva. Ils mangèrent. Et quelque part dans la mécanique de tout ça, l'acte physique d'avoir quelque chose à faire de leurs mains, les petites conversations pratiques pour savoir si le pain était bon, il l'était. Et si l'éclairage rendait difficile la lecture du menu, c'était le cas. L'heure cessa de ressembler à un compte à rebours. Elle commença à ressembler davantage au temps qui passe à sa vitesse normale. Mason s'était dit qu'il ne demanderait pas. Il se l'était dit très spécifiquement en marchant depuis sa voiture. Et de nouveau pendant qu'il lisait le menu. Il avait composé et rejeté la question environ 4 fois pendant le repas. Au moment où les menus des desserts apparurent, qu'aucun d'eux ne commanda,
mais qui leur donnèrent une raison de rester assis, ils n'avaient plus rien d'autre à dire. « Puis-je vous demander quelque chose ?» Victoria posa sa fourchette. « Vous pouvez demander. » Pendant le mariage, il s'arrêta, se ravisa. « Quand Laurel et moi étions mariés, vous étiez toujours... » Il chercha le mot juste. « Vous étiez toujours correct avec moi, poli. Mais je n'ai jamais eu l'impression que vous m'approuviez vraiment. C'est une façon de le dire. » Elle resta silencieuse un long moment. Pas pour gagner du temps, mais pour réfléchir ce qui était différent. Il l'avait remarqué très tôt chez elle. Elle ne comblait pas le silence comme certaines personnes. Elle le laissait exister jusqu'à ce qu'elle ait quelque chose de réel à y mettre. « Vous étiez attentif, dit-elle finalement. Vous étiez présent. Vous aimiez clairement ma fille. Et vous avez été merveilleux avec Lily quand elle est née. » Une pause. C'était toutes des choses que je pouvais voir. Je pouvais aussi voir que Laurel était... Elle fit une autre pause, plus prudente cette fois. Laurel a toujours eu du mal à rester dans les choses qui comptent pour elle. Pas parce qu'elle ne les ressent pas, elle les ressent. Mais il y a quelque chose en elle qui a peur de la permanence, de l'amour, quand il devient trop réel, trop exigeant. Elle a toujours trouvé des raisons de partir avant de pouvoir être quittée. Mason posa sa propre fourchette. « Ce n'est pas un nouveau schéma, dit Victoria. Ça a commencé quand elle était jeune. Les amitiés, les activités, les endroits qu'elle aimait. Elle s'y investissait complètement, puis à un certain point, elle commençait à trouver les défauts. Et une fois qu'elle trouvait les défauts, elle commençait à partir. Elle le regarda fixement. Je l'ai regardé faire ça avec vous. Je pouvais voir que ça arrivait. Je ne pouvais pas l'arrêter. Et je ne voulais pas m'attacher à quelqu'un qu'elle allait quitter, parce que je savais ce que ça me coûterait. L'honnêteté de ses propos était presque difficile à supporter. Mason avait passé 3 ans à construire des théories prudentes sur ce qu'il avait fait de mal, sur ce qui avait été insuffisant ou défectueux, ou simplement pas assez chez lui pour que Laurel reste. Il avait examiné ces théories sous tous les angles, dans l'intimité des nuits après que Lily se soit endormie. Il n'était arrivé à aucune conclusion satisfaisante, parce qu'il ne s'était jamais arrêté pour considérer que la conclusion pourrait ne pas le concerner du tout. « Vous ne pensiez pas que c'était de ma faute, dit-il. Je n'ai jamais pensé que c'était de votre faute. Vous auriez pu dire quelque chose. Qu'est-ce que j'aurais dit? Ma fille a un schéma, et vous risquez d'en faire partie. Je suis désolé d'avance. » Elle secoua la tête, et je n'étais pas certaine. J'espérais me tromper. Il y a eu des moments où j'ai cru que je me trompais. Elle regarda brièvement par la fenêtre, puis de nouveau vers lui. Je ne me trompais pas. Mason resta silencieux un moment. Le restaurant bourdonnait autour d'eux. Il regarda la bougie entre eux brûler. Il sentit quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer immédiatement le traverser. Pas tout à fait du soulagement, mais quelque chose de proche. La sensation particulière d'un poids qui est renommé, pas enlevé, juste reclassé d'un échec personnel à quelque chose de plus compliqué, de plus humain. Elle ne m'a jamais dit ça, dit-il. Laurel, elle ne l'a jamais expliqué de cette façon. Je ne pense pas qu'elle ait encore ce langage. Victoria le dit sans jugement. Elle l'aura peut-être un jour. Est-ce qu'elle... Il s'arrêta. Est-ce qu'elle demande parfois des nouvelles de Lily? À vous, je veux dire. L'expression de Victoria changea d'une manière plus difficile à lire. Parfois. Elle ne demande pas en profondeur. Qu'elle en demande assez pour savoir que Lily va bien, puis elle ne demande pas plus. D'accord. Il expira. D'accord. Je veux que vous sachiez, dit Victoria avec une précision prudente qui lui indiqua qu'elle avait pesé le pour et le contre avant de le dire, que je suis désolé pour ma propre distance. Ce n'était pas juste pour vous. Vous essayez de construire quelque chose de réel, et j'ai rendu les choses plus difficiles en vous traitant comme quelqu'un qui était déjà en train de partir. Mason la regarda de l'autre côté de la table. Cette femme qu'il avait connue comme une présence périphérique dans la vie qu'il avait eue, qui avait toujours semblé exister légèrement derrière une vitre, posée et inaccessible, et en quelque sorte déjà déçue. Elle avait l'air différente maintenant, pas moins posée, mais la contenance semblait être quelque chose qu'elle portait, plutôt que quelque chose dont elle était faite. « Merci de me l'avoir dit, » dit-il. Honnêtement, je me suis dit que nous avions dépassé le stade de la comédie. Une conversation inconfortable au minimum, dit-il. Elle sourit presque. Nous l'avons déjà eue. Autant dire les vraies choses. Il était 9h40 quand ils se retrouvèrent sur le trottoir devant Alderton. L'accord d'une heure s'était étendu sans qu'aucun d'eux ne le reconnaisse explicitement. Il s'était transformé en quelque chose de plus proche de 2h30. L'air de janvier était froid et pur. Le souffle de Mason formait de petits nuages. Victoria avait son manteau ceinturé.
Elle se tenait avec l'immobilité droite particulière d'une personne qui a appris à occuper exactement l'espace qu'elle entend, et pas plus. « J'appellerai Patricia demain, dit-elle. J'appellerai Colin. » C'était... Elle fit une pause. « Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. »« Non, » acquiesça Mason. « Ce n'était vraiment pas ça. » Ils restèrent là un moment, de la manière dont deux personnes se tiennent, quand une conversation a atteint sa fin naturelle, mais qu'aucune des deux n'a encore bougé. De l'autre côté de la rue, un couple sortit d'un autre restaurant, riant de quelque chose. Leur voix était claire dans l'air nocturne. « Votre fille a bon goût en matière de dinosaures, » dit Victoria. Mason rit, un vrai rire, qui lui échappa par surprise. « Je lui dirai que vous l'avez dit, mais je n'expliquerai pas comment je le sais. Probablement sage. » Elle leva la main dans un petit geste précis. Ce n'était pas tout à fait un salut, et pas tout à fait rien. Une reconnaissance, peut-être, de quelque chose qui n'avait pas encore de catégorie. Elle se tourna et marcha vers le parking à la fin de la rue. Ses talons étaient silencieux sur le trottoir, et la ville l'enveloppa dans son bruit du soir, en moins d'une minute. Mason resta un moment de plus dans le froid. Il était entré en s'attendant à une inconnue. Il n'avait pas eu une inconnue. Il avait eu quelque chose de bien plus déroutant et difficile à catégoriser. Assis dans un restaurant où l'éclairage était chaud et le pain était bon, elle lui disait des choses qu'il avait besoin d'entendre depuis 3 ans. De la part de la dernière personne sur Terre, à qui il aurait pensé demander. Il pensa à Lily, qui l'attendait à la maison, avec M. Bouton et Dana. Elle était probablement encore réveillée, car elle essayait toujours de tenir plus longtemps que la babysitter, et réussissait rarement. Il pensa aux tresses françaises qu'il avait pratiquées, à l'étagère des dinosaures et au rituel du mercredi matin des pancakes aux myrtilles. Un rituel qu'il avait commencé parce que Lily avait mentionné une fois en passant que c'était ses préférés. Il pensa au poids particulier qu'il portait depuis le divorce. Pas exactement du chagrin, plutôt l'accumulation lente de questions sans réponse. De se demander s'il y avait quelque chose de fondamentalement erroné dans son propre jugement, s'il n'avait pas été capable de voir ce qui allait arriver. Il pensa à Victoria Ellsworth disant doucement « Je n'ai jamais pensé que c'était de votre faute ». Il resserra sa veste et retourna à sa voiture. Il n'avait aucune idée de quoi faire de tout ça. C'était bien. C'était honnête. Il n'avait pas besoin de savoir quoi en faire ce soir. Il avait juste besoin de rentrer chez lui, de payer Dana, de regarder Lily dormir, d'aller se coucher, de se réveiller demain et de faire des pancakes. C'était suffisant. C'était ce qu'il y avait. Il monta dans la voiture, la démarra et s'assit un moment pendant que le chauffage montait. Son téléphone vibra. « Colin, comment ça s'est passé ?» Mason fixa le message un long moment. Il tapa. « On doit parler demain. Je vais bien. Rien de mal ne s'est passé. Mais on doit parler. » Il posa le téléphone sur le siège passager et sortit du parking dans la rue calme de Janvier. Demain, il expliquerait. Ce soir, il rentrerait chez lui, auprès de sa fille, et il essaierait de comprendre quelle partie de lui-même avait légèrement changé ce soir, et quelle partie avait simplement été exposée à une lumière différente, montrée comme quelque chose d'autre que ce qu'il avait supposé. Il tourna sur Broadmoor et accéléra doucement. La ville défilait de chaque côté, ambrée, calme et indifférente, de la meilleure façon possible. 5 kilomètres jusqu'à la maison. Il continua de rouler. Il appela Colin le lendemain matin, à 7h43. Avant que Lily ne soit complètement réveillée et pendant que le café infusait encore, ce qui signifiait qu'il fonctionnait sans caféine et avec les résidus non traités que la nuit précédente lui avait laissés. Colin décrocha à la deuxième sonnerie. « Ok, ton texto m'a un peu fait peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle t'a posé un lapin. Elle était horrible. Elle était mariée. Aucune de ces choses. Alors quoi? Tu as dit que rien de mal ne s'était passé, ce qui est la façon la plus alarmante de commencer une phrase. » Mason s'appuya contre le comptoir de la cuisine et regarda le café couler. Son nom était Victoria Ellsworth. Silence. Colin, je suis là. Je suis juste. Une longue pause. Mason, je ne savais pas. Je te jure, je n'en avais aucune idée. Patricia a juste dit qu'elle avait une amie, une femme, intelligente, accomplie, prête à vraiment sortir avec quelqu'un, au lieu de juste y penser. Je sais que tu ne savais pas. Je n'aurais jamais. Je veux dire, évidemment que je n'aurais jamais, Colin. Je sais. Mason expira. Ce n'est pas pour ça que j'appelle. Une autre pause. Celle-ci plus prudente. Ok. Pourquoi appelles-tu? Le café finit de couler.
Mason se versa une tasse et resta là, la tenant. À travers le couloir, il pouvait entendre Lily commencer à bouger. Le bruit sourd de petits pieds sur le parquet, le son de Monsieur Bouton traîner quelque part. « On est resté, dit-il, presque 3 heures. » Colin était très silencieux. C'était, étrange et difficile, mais on a parlé. Vraiment parlé. Mason posa le café. Elle m'a dit des choses sur Laurel que je n'ai jamais su. Des choses que j'avais besoin de savoir il y a 3 ans et que personne ne m'a dites. Quel genre de choses? Le genre qui change la façon dont tu comprends tout ce qui s'est passé. Il n'en expliqua pas plus. Une partie ne lui appartenait pas, et une autre était encore trop nouvelle et sensible pour être mise en mots sans que les mots ne semblent insuffisants. Colin, à son crédit, n'insista pas. Il demanda seulement si Mason allait bien. Mason dit qu'il pensait que oui. Colin dit qu'il allait appeler Patricia et avoir une longue conversation. Mason dit que cela semblait raisonnable. Ils raccrochèrent. Lily apparut dans l'embrasure de la cuisine dans son pyjama à planète. Ses cheveux étaient dans un désordre catastrophique, et Monsieur Bouton s'était coincé sous son bras. « Tu es levé tôt », annonça-t-elle. « Toi aussi. J'ai senti le café. » Elle regarda la tasse dans sa main avec une légère méfiance. « Je peux en avoir? »« Absolument pas. Je sais. » Elle grimpa sur son tabouret à l'îlot de cuisine sans qu'on le lui demande. « Je peux avoir les céréales avec les petites étoiles? »« Oui, ma puce. » Il attrapa le placard. « Oui, tu peux avoir les étoiles. Le truc avec une enfant de 6 ans, c'est que la vie ne vous laisse pas beaucoup de temps pour disparaître dans votre propre tête. Il y avait des déjeuners à préparer, des autorisations à trouver, et des disputes du mardi matin pour savoir s'il faisait assez froid pour un manteau. Il faisait froid. Il faisait toujours froid en janvier. Et des cahiers de devoirs à signer, et des routines de bain qui s'éternisaient. Parce que Lily avait découvert que créer de petites sculptures en savon était plus intéressant que de se laver. La machinerie ordinaire de leur vie ensemble tournait constamment. Et elle exigeait son attention d'une manière qui était à la fois épuisante et, s'il était honnête, une sorte de miséricorde. Il pensa à la conversation avec Victoria dans les marges disponibles, sur le trajet vers l'école de Lily, dans l'ascenseur de Harrove et Associés. Pendant les 18 minutes entre le moment où il couchait Lily et celui où il ne pouvait plus garder les yeux ouverts, il retournait les choses qu'elle avait dites, comme des objets qu'il examinait pour leur poids et leur dimension. « Je n'ai jamais pensé que c'était de votre faute. » Il essayait de trouver où les placer dans l'architecture de sa compréhension de sa propre histoire. Le problème était qu'il avait construit une grande partie de cette architecture sur l'hypothèse que l'échec était principalement le sien. Pas entièrement. Il n'était pas si dur avec lui-même, mais substantiellement. Il avait aimé Laurel et elle était partie. Et en l'absence d'une explication complète, il s'était rabattu sur la croyance silencieuse et persistante qu'il n'avait en quelque sorte pas été assez. Pas assez de présence, pas assez de compréhension, pas assez de capacité pour ce dont elle avait eu besoin et qu'il n'avait pas su donner. Faire démanteler ce cadre n'était pas, il s'est avéré, une expérience immédiatement confortable. C'était plus désorientant que soulageant. Parce que si l'histoire qu'il s'était racontée était fausse, alors 3 ans à organiser sa compréhension de lui-même autour de cette histoire était également faux. Ce qui signifiait qu'il devait revenir en arrière et tout revoir, et comprendre ce qui était réellement vrai. C'était beaucoup de travail. C'était le genre de travail qui n'avait pas de point final visible. Il était en plein milieu de ce genre de réflexion un jeudi après-midi, assis à son bureau chez Harrove, avec une révision de contrat ouverte devant lui. Il la fixait depuis 20 minutes sans la lire. C'est alors que son téléphone vibra avec un numéro inconnu. Il le laissa aller à la messagerie vocale. 30 secondes plus tard, un texto apparut. C'est Victoria Ellsworth. J'ai eu votre numéro par Patricia, qui l'a eu de Colin. Je m'excuse pour ce contact inopiné. Je voulais m'assurer que vous alliez bien après l'autre soir. Vous pouvez ignorer ce message si vous préférez. Mason fixa le message un moment. Il répondit « Je vais bien. Et vous ?» Une pause. Puis « J'ai pensé à notre conversation. Je voulais m'assurer que je n'avais rien dit qui ait empiré les choses plutôt que de les améliorer. Vous n'avez rien dit de tel, écrivit-il. Puis, après un moment, vous avez dit des choses que j'avais vraiment besoin d'entendre, même si je suis encore en train de comprendre quoi en faire. Une autre pause, plus longue cette fois. C'est juste. Ces choses prennent du temps à se décanter. Il regarda le message, puis le contrat toujours ouvert sur son écran, puis de nouveau le message. Puis-je vous demander quelque chose, tapa-t-il. Vous pouvez demander.
Elle avait dit ça au restaurant aussi. La même formulation. Il nota cela sans le vouloir. Quand vous avez dit que Laurel avait un schéma, pensez-vous qu'elle le sait elle-même? Je veux dire. La réponse prit près de 2 minutes. Il regarda l'écran. Je pense qu'elle sait que quelque chose ne va pas. Je pense qu'elle ne sait pas encore comment l'appeler. Ce n'est pas une mauvaise personne, Mason. Je veux que vous compreniez ça. Je n'ai jamais pensé que c'était une mauvaise personne. C'est quelqu'un qui a peur d'une manière très spécifique et qui n'a pas encore appris à rester à l'intérieur de cette peur au lieu de la fuir. Il le lut 2 fois. « Je sais que ce n'est pas une mauvaise personne », écrivit-il en retour. « C'est la mère de Lily. Je ne me suis jamais permis de la considérer comme une mauvaise personne. Je sais que c'est quelque chose que je respecte chez vous. » Il ne savait pas quoi faire de ça. Il posa son téléphone face contre le bureau et retourna au contrat. Et cette fois, il le lut vraiment. Ils s'envoyèrent des textos sporadiquement au cours des 2 semaines suivantes, pas fréquemment. 3 ou 4 échanges, chacun un peu plus long que le précédent. Chacun tournant autour du même territoire général d'honnêteté que le dîner avait ouvert. Elle demanda des nouvelles de Lily une fois, et il lui raconta l'incident avec le hamster de la classe. Lily avait été chargée de s'en occuper pendant un long week-end, une histoire qui impliquait une quasi-évasion, 40 minutes très stressantes, et un hamster finalement retrouvé endormi dans une botte d'hiver. Cette Victoria renvoya une réponse de 7 mots. Cet enfant sera un adulte remarquable. Il rit devant son téléphone sur le parking d'une épicerie et se sentit brièvement fou à ce sujet. Elle mentionna en passant une réunion difficile du conseil d'administration, pour laquelle elle se préparait. Il demanda ce qui la rendait difficile. Elle lui en dit plus qu'il ne s'y attendait. Pas les détails, mais la forme. L'épuisement particulier d'être le décideur, dans une pièce où chaque décision a une conséquence que quelqu'un paiera. « Est-ce que ça devient plus facile ?» demanda-t-il. « De prendre des décisions comme ça ?»« Non, écrivit-elle. On devient juste meilleur pour ne pas se remettre en question après, ce qui n'est pas la même chose. » Il y pensa pendant des jours. 3 semaines après le dîner, Colin appela pour informer Mason. Il le fit avec l'énergie joyeuse spécifique de quelqu'un qui attendait de livrer une information. Patricia lui avait dit que Victoria lui avait parlé de la conversation du dîner. Elle l'avait décrite comme étant étonnamment enrichissante. Colin dit cela comme si c'était une révélation. Mason dit « D'accord » et changea de sujet pour parler de football. Colin prit cela comme la confirmation que quelque chose se passait que Mason n'était pas prêt à discuter. C'était juste. Mason n'était pas prêt à en discuter, parce qu'il ne savait pas de quoi discuter. Il savait qu'il pensait à Victoria Ellsworth plus que la situation ne l'exigeait logiquement. Il savait que leur conversation par texto avait une qualité qu'il trouvait difficile à nommer. Pas facile exactement, mais réelle. De la manière dont très peu de ces conversations étaient réelles désormais. Parce que la plupart de ces conversations étaient soit professionnelles, soit logistiques. Ou impliquaient une enfant de 6 ans qui voulait parler exclusivement d'animaux préhistoriques. Il savait que lorsqu'il pensait à tout arrêter, à simplement cesser le contact, à le laisser s'estomper, quelque chose en lui s'opposait à l'idée, avec plus de force que ce qui semblait proportionné. Ce qu'il ne savait pas, c'était ce que tout cela signifiait, ou ce qu'il était censé faire du fait que cette femme était la mère de son ex-femme. C'était une phrase qui sonnait comme la prémisse de quelque chose de profondément problématique. Peu importe comment la situation réelle se ressentait de l'intérieur. Il était encore en train de réfléchir à tout cela quand, 4 semaines après le dîner, elle appela. Il était en train de coucher Lily, ce qui signifia que l'appel resta sans réponse. Il rappela à 9h15, quand l'appartement fut calme. Elle décrocha à la 3e sonnerie. « Désolé, le coucher de Lily s'éternise, » dit-il. « Ne vous excusez pas. Je me souviens de ce qu'étaient les couchers. » Il s'installa sur son canapé, les pieds sur la table basse. « Vous avez appelé au lieu d'envoyer un texto. J'ai fait quelque chose de spécifique. Une pause. Je voulais demander si vous aimeriez prendre un café. » Pas, elle s'arrêta. « Je veux être clair que je ne suggère rien au-delà d'un café. Je demande parce que nos conversations ont été, je les trouve précieuses. Et j'ai pensé qu'une vraie conversation pourrait être plus utile que des textos. » Il resta silencieux un moment. « Je pense que c'est une façon honnête de demander. J'essaye d'être honnête. C'est parfois socialement gênant. »« Samedi matin, dit-il. Il y a un endroit près de mon immeuble qui est bien. Du bon café, et ils ne mettent pas la musique assez fort pour rendre la conversation difficile. Ça me semble bien. Je peux vous envoyer l'adresse par texto. Oui. Une pause. Merci, Mason. Pourquoi?
Pour ne pas avoir rendu ça étrange, il faillit dire que c'est déjà un peu étrange. Mais ce qu'il dit en réalité fut « Samedi, 10 heures ». Le café s'appelait Meridian. Il sentait les grains torréfiés, le vieux bois et la chaleur confortable particulière d'un endroit qui fonctionnait depuis assez longtemps pour avoir un caractère. Il arriva le premier et prit une table dans un coin avec une bonne vue sur la porte. C'était une habitude qu'il avait développée sans s'en rendre compte. L'instinct du parent seul de toujours pouvoir voir la sortie. Victoria arriva à 10h03, ce qui semblait être un choix délibéré de ne pas arriver pile à l'heure, et il apprécia cela. Elle portait un manteau sombre, une écharpe de couleur crème, moins formelle qu'au restaurant, ou formelle dans un registre différent, plus personnel. Elle le repéra immédiatement et traversa la pièce sans hésitation. « Bel endroit », dit-elle en s'asseyant et en regardant autour d'elle. « Je viens ici les week-ends depuis que Lily dort après 6 heures. C'est devenu un rituel personnel. À quelle heure se réveille-t-elle maintenant? Généralement vers 7 heures, parfois 7h30 si j'ai de la chance. » Le serveur arriva. Victoria commanda un café noir. Mason commanda la même chose, ce qu'il remarqua après coup. Il se demanda si cela signifiait quelque chose et décida que non. « Comment s'est passée la situation avec le conseil d'administration » demanda-t-il. Il avait pensé à ce qu'elle lui avait dit. Elle parut légèrement surprise. « C'est réglé. Mieux que prévu, en fait. » Elle enroula ses mains autour de la tasse que le serveur posa devant elle. « J'ai pris une décision avec laquelle 2 de mes membres du conseil étaient en fort désaccord. Ils ont formellement enregistré leur désaccord. Nous avons eu une réunion difficile de 3 heures et la décision a été maintenue. Parce que c'était la bonne décision et que j'avais les documents pour le prouver. » Une pause. Il n'avait pas tort de s'opposer. Cela fait partie du bon fonctionnement du système. Mais la décision était la bonne. De quoi s'agissait-il? Elle le regarda un moment, comme pour décider à quel point être spécifique. « J'ai résilié un contrat avec une entreprise partenaire qui était avec Ellsworth Strategic depuis 11 ans. Une relation rentable sur le papier. Mais l'entreprise prenait des décisions internes que je trouvais éthiquement limites. Pas illégales, juste limites. » Elle regarda son café. 2 membres du conseil estimaient que les chiffres l'emportaient sur les préoccupations éthiques. Je n'étais pas d'accord. « Combien de temps vous a-t-il fallu pour prendre la décision ?»« Environ 4 minutes. » Il haussa un sourcil. 4 minutes pour une relation de 11 ans. La décision était claire. La difficulté était la conséquence, pas le choix. Elle le regarda dans les yeux. Il y a une différence entre une décision difficile et une décision compliquée. Celle-ci était difficile. Elle n'était pas compliquée. Mason réfléchit à cela. Chez Harrove, il s'occupait de contrats commerciaux, de construction, d'immobilier. La lourde machinerie des accords qui déplaçait de l'argent, des matériaux et parfois des carrières. Les décisions dans son monde étaient souvent à la fois difficiles et compliquées, et il avait passé des années à confondre les deux. L'idée de les séparer était pratique, d'une manière qui semblait immédiatement applicable. « J'ai utilisé ces termes de manière interchangeable, dit-il. La plupart des gens le font. Cela les rend plus lents qu'ils ne le devraient. Ils parlèrent pendant 1h40. Ils n'auraient pas pu dire après coup combien de temps chaque sujet avait duré. Ni la séquence précise dans laquelle ils étaient passés de l'un à l'autre. Ce n'était pas ce genre de conversation. Elles se déplaçaient comme le font les bonnes conversations, sans couture visible, suivant le fil le plus vivant à un moment donné. Elle l'interrogea sur son travail et écouta vraiment la réponse. Ce qui peut sembler évident, mais en pratique c'est quelque chose que près de 40% des gens ne font pas. Il l'interrogea sur la fondation d'Ellsworth Strategic, qui avait eu lieu il y a 11 ans, et elle lui raconta la version qui n'était pas la version polie de la présentation. La version avec les mauvaises décisions et le client qu'elle avait perdu en 2e année, une perte qui l'avait empêché de dormir pendant 6 semaines, et l'associé avec qui elle avait commencé, qui était parti après 18 mois en emportant une partie des premiers comptes. « Vous l'avez poursuivi en justice ?» demanda-t-il. « J'y ai pensé. Un ami avocat m'en a dissuadé. Il m'a dit que le coût, le temps et la concentration dépasseraient tout ce que je pourrais récupérer. » Une pause. Il avait raison. J'y pense encore de temps en temps. L'argent ou le principe? Elle réfléchit. Le principe. L'argent, je l'ai récupéré. Le principe me dérange encore. J'ai fait confiance à quelqu'un et il a utilisé cette confiance pour endommager quelque chose que j'avais construit. Ça ne cesse pas de vous déranger juste parce que les dégâts sont réparés. Il connaissait exactement ce sentiment particulier.
Il ne le dit pas, mais elle sembla lire quelque chose dans son expression. Car elle dit « Je ne compare pas ça à votre situation. Je sais que ce ne sont pas les mêmes choses. Elles ne sont pas complètement différentes non plus, dit-il. Et puis, parce qu'elle avait été honnête avec lui, et que cela avait tendance à le rendre honnête en retour. Les dégâts réparés et les choses qui vous dérangent encore. C'est une description assez précise de là où j'en suis. Les dégâts pratiques sont réparés. J'ai Lily, j'ai mon travail, j'ai une vie qui fonctionne. Mais là, il chercha le mot. Le sentiment sous-jacent que j'ai manqué quelque chose que j'aurais dû voir venir. Cette partie n'a pas complètement disparu. Elle hocha lentement la tête. Cette partie prend plus de temps, et elle ne disparaîtra peut-être jamais complètement. Mais elle change de nature. Est-ce qu'elle change pour le mieux? Elle devient moins une question d'échec et plus une question d'éducation. Elle fit une pause. Que ce soit mieux dépend des jours. Il rit. Un vrai rire, un peu désabusé. Ce n'est pas très encourageant. Je ne suis pas particulièrement dans le commerce du faux encouragement. Non, dit-il. J'ai remarqué. Elle sourit alors. Un vrai sourire, qu'il n'avait vu qu'une seule fois auparavant. Et cela changea son visage d'une manière qu'il enregistra. Avec la partie prudente et méfiante de lui-même, qui prenait des notes tout ce temps sans sa permission. Il détourna le regard le premier, vers la fenêtre, vers la rue dehors. Les gens se déplaçaient dans la fin de matinée, avec leurs manteaux, leurs tasses de café et leurs propres fardeaux privés. Quand il la regarda de nouveau, elle regardait aussi la fenêtre. Et il y avait quelque chose dans la crispation de sa mâchoire qui n'était pas de la contenance. C'était plutôt l'effort de la maintenir. « Victoria, dit-il. » Elle le regarda. « Je suis content que nous soyons restés cette nuit-là. Je suis content qu'aucun de nous ne soit parti. » Elle resta silencieuse un moment. « Moi aussi, » dit-elle, bien que je me réserve le droit de trouver cela quelque peu alarmant. Alarmant semble juste. C'est une situation compliquée. Difficile, dit-il. Pas compliquée. Elle le regarda un instant. « N'utilisez pas mon propre cadre contre moi, Mason. »« J'essaierai, dit-il. »« Je ne peux pas promettre. » Elle le regarda un moment de plus, puis elle prit son café, et la conversation reprit. Dehors, la matinée de janvier suivait son cours ordinaire, indifférente aux deux personnes assises dans le coin, qui, lentement, prudemment, sans qu'aucun des deux n'y ait consenti, apprenaient à se connaître. Il rentra chez lui avec les fenêtres légèrement baissées malgré le froid. C'était quelque chose qu'il faisait parfois, quand il avait besoin de se sentir éveillé et présent dans sa propre peau. Lily avait été avec Dana pour la matinée, et il la récupérait sur le chemin du retour. Elle voudrait lui raconter tout ce qui s'était passé au cours des 2 dernières heures, de la manière détaillée et non linéaire dont elle racontait les histoires. Et il écouterait chaque mot. Mais pendant les 11 minutes entre Meridian et son immeuble, il resta avec le silence. Il pensa à la façon dont Victoria avait dit « Je les trouve précieuses » quand elle avait appelé. La précision prudente de cela. Pas « J'apprécie nos conversations » ou « J'aime parler avec vous ». Je les trouve précieuses. Comme si elle avait évalué le coût et le retour sur investissement, et conclu que l'investissement était justifié, ce qui était probablement la chose la plus vraie qu'elle aurait pu dire, et aussi la plus honnête, et aussi, d'une certaine manière, la plus étonnamment touchante, parce qu'il comprenait que pour une personne comme Victoria Ellsworth, ce calcul n'était pas une petite chose. Il entra dans le parking et resta dans la voiture pendant 30 secondes. Il ne savait pas où cela menait. Il ne savait pas si cela menait quelque part du tout, ou si la forme de ce qu'ils étaient l'un pour l'autre avait un nom reconnaissable, ou si le nommer était même la bonne chose à faire à ce stade, ou ce que ce stade signifiait même, étant donné la géométrie particulière de leur histoire. Ce qu'il savait, c'est qu'il n'était pas prêt à arrêter, pas aujourd'hui, pas sans une meilleure raison que celle qu'il portait, qui n'était que de la peur. La peur ordinaire, non héroïque, d'un homme qui avait déjà été blessé, et qui ne voulait pas particulièrement l'être à nouveau. C'était une raison d'être prudent. Ce n'était pas une raison de partir. Il sortit de la voiture, prit l'ascenseur, frappa à la porte de Dana. Il écouta Lily courir dans le couloir, au son de son cou, commençant déjà une histoire à plein volume, avant même que la porte ne soit ouverte. Il la rattrapa quand elle se jeta sur lui, tout en coude, lapin et chaos, et la serra fort. Les cafés du samedi devinrent une habitude, sans qu'aucun d'eux ne l'officialise. Il n'y eut aucune conversation où ils convinrent de se voir chaque semaine. C'est simplement arrivé un samedi, puis le suivant, puis celui d'après.
jusqu'à ce que Meridian devienne un arrangement permanent que ni l'un ni l'autre ne reconnaissait à voix haute, parce que le reconnaître aurait nécessité de nommer ce que c'était. Et ils étaient tous les deux, à leur manière, pas prêts pour cette conversation particulière. Ils étaient prudents l'un avec l'autre, c'était le mot le plus juste. Pas froid, pas distant, prudent. De la manière dont on l'est avec quelque chose qui compte et que l'on ne comprend pas encore tout à fait. De la manière dont on manipule un objet avant de connaître son poids. Ils parlaient de travail. Ils parlaient de Lily. Victoria demandait toujours, et ses questions étaient spécifiques d'une manière qui lui disait qu'elle retenait les détails. Ce qu'il remarqua et ne sut que faire. Ils parlaient de la ville, des mauvaises décisions qu'ils avaient chacun prises dans la trentaine, des livres que Victoria avait lus et pas lus, et des raisons spécifiques pour lesquelles elle abandonnait un livre. Mason lui parla de son enfance à Dayton, en Ohio. Le plus jeune de deux frères, un père qui travaillait dans l'industrie manufacturière, et une mère qui avait des opinions bien arrêtées sur l'importance de finir ce que l'on commençait. Victoria lui parla de son enfance dans une maison étroite du Connecticut, avec une grand-mère qui croyait que les femmes qui montraient de l'incertitude en public se mettaient dans l'embarras. Il lui demanda comment cela l'avait façonnée. Elle répondit « de manière que j'identifie encore ». Il commença à lui envoyer des textos qui n'étaient pas des questions, ce qui était différent du début. De petites choses. Une photo d'un dessin de Lily qu'il trouva sur le réfrigérateur un matin. Un dinosaure violet à côté d'une grande femme en robe verte. Légendé d'une écriture d'enfant de 6 ans, Dr. Longcou et Mademoiselle Vicky. Il fixa le dessin pendant 30 secondes, avant de réaliser que Lily avait dû l'entendre mentionner le nom de Victoria à un moment donné. Et l'avait enregistré de la manière spécifique et troublante dont les enfants enregistrent les choses. Il l'envoya sans explication. Victoria répondit « Elle m'a donné une robe. C'est plus de considération que la plupart des gens ne montrent. » Il écrivit en retour « Vous avez fait une impression sur un enfant qui ne vous a jamais rencontré. » Une pause. « Je ne suis pas sûr de savoir quoi faire de cette information. » Elle répondit « Moi non plus. » Cet échange le préoccupa pendant des jours. Il était conscient de la manière dont on est conscient de quelque chose qu'on choisit de ne pas regarder directement, que la situation avait dépassé le stade du café entre deux personnes qui partagent une histoire compliquée. Il le savait de la même manière qu'il savait quand un contrat avait une clause cachée qui aurait de l'importance plus tard. Non pas parce qu'il pouvait pointer le langage spécifique, mais parce qu'il faisait cela depuis assez longtemps pour reconnaître la forme de quelque chose. Il n'avait juste pas encore compris ce qu'il était censé faire à ce sujet. La réponse, il s'est avéré, lui fut partiellement retiré des mains la 2e semaine de mars, par une situation qui n'avait rien à voir avec eux personnellement, mais tout à voir avec le monde qu'ils occupaient tous les deux professionnellement. Mason travaillait sur le compte Hartwell depuis 7 mois. Hartwell Development Group était une société immobilière commerciale de taille moyenne. Harrove et Associés l'avaient acquise comme client par l'intermédiaire d'un associé nommé Richard Oakes. C'était le genre d'avocat qui jouait au golf avec les bonnes personnes et prenait des décisions basées sur les relations plutôt que sur la documentation. L'affaire Hartwell impliquait une série de contrats d'acquisition pour 3 propriétés commerciales à travers la ville, et Mason avait été le principal rédacteur de tous. Le problème est apparu un mardi. Une jeune associée nommée Priya l'a pris à part à 2 heures de l'après-midi. Elle avait une expression qu'il reconnut comme celle de quelqu'un qui a trouvé quelque chose qu'il aurait préféré ne pas trouver. L'amendement Hartwell de novembre, dit-elle, en baissant la voix dans le couloir. Celui qui modifiait la clause de responsabilité sur la 2e propriété. Qu'est-ce qu'il y a? Oakes l'a approuvé, mais la modification n'a pas été signalée au client comme un changement important. Je rassemblais tout pour le dossier de clôture, et elle s'arrêta. Ce n'est pas conforme aux exigences de divulgation que nous avons décrites dans la lettre d'engagement initiale. Mason resta très immobile. Montre-moi. Il passa les 3 heures suivantes dans son bureau à lire des documents qu'il avait déjà lus. Il les regardait sous l'angle que Priya avait identifié. Et il arrivait, avec une clarté froide et croissante, à la conclusion qu'elle avait raison. L'amendement n'était pas frauduleux. Il n'était pas, selon la définition la plus technique, illégal. Mais c'était le genre d'oubli que les régulateurs, les avocats de la partie adverse et, plus immédiatement, les clients, pouvaient très mal interpréter s'il apparaissait au mauvais moment. Et les clôtures avaient une façon de tout faire remonter à la surface. Le pire problème était Richard Oakes, qui avait approuvé l'amendement. Il était un associé principal,
et Mason le soupçonnait, avait approuvé la modification en sachant que le problème de divulgation existait. Il avait décidé que la relation avec les dirigeants de Hartwell était une assurance suffisante. C'était un jugement de valeur qu'Oakes avait fait. Mason n'avait pas participé à cette décision, mais le nom de Mason figurait sur les documents sous-jacents. Et dans le décompte de la façon dont ces choses tournaient mal, la personne dont le nom était sur le papier payait souvent une partie du prix. Peu importe qui avait pris la décision, il rappela Priya et lui dit de documenter précisément ce qu'elle avait trouvé, et de n'en discuter avec personne pour l'instant. Il lui dit qu'elle avait bien agi. Il pouvait voir qu'elle avait peur. Il comprenait qu'elle avait 26 ans, que c'était sa 3e année au cabinet, et qu'elle venait de découvrir quelque chose qui pourrait potentiellement embarrasser un associé principal. Il essaya de la rassurer suffisamment sans lui promettre quoi que ce soit dont il n'était pas certain. Après son départ, il s'assit à son bureau et fixa la fenêtre un moment. Son téléphone était sur le bureau. Il l'attrapa 2 fois et le reposa. À la 3e tentative, il le prit et tapa. « Êtes-vous disponible pour parler ce soir ?»« Pas urgent, mais j'aurais besoin du point de vue de quelqu'un qui a pris des décisions comme celle-ci. » Victoria répondit en 11 minutes. « Je suis disponible à 8 heures, appelez-moi. » Il appela à 8h04, après que Lily fut au lit et que l'appartement se fut installé dans son calme nocturne. Il expliqua la situation de la manière mesurée et précise dont il expliquait les problèmes professionnels. Exposant les faits avant les implications, le document avant le contexte, elle écouta sans l'interrompre. Il l'avait déjà remarqué chez elle, la façon dont elle écoutait avec toute son attention, n'attendant pas son tour, mais suivant vraiment, retenant la forme de ce qu'il lui disait. Quand il eut fini, elle dit « Qui d'autre est au courant, au cabinet ?»« Priya et moi. Oakes sait ce qu'il a approuvé. Il sait peut-être ou non que vous l'avez découvert. Je ne pense pas qu'il le sache encore. Quelle est votre intuition sur ce qu'il fera si vous lui en parlez ?» Mason réfléchit. « Il le gérera. Il trouvera un moyen de recadrer le problème de divulgation comme étant mineur. Et il s'empressera de conclure avant que quiconque ne regarde de trop près. Et si la clôture a lieu, et que le problème apparaît plus tard, la responsabilité incombe à celui qui a signé les documents. C'est-à-dire vous, entre autres. Mais oui, une pause. Que dit la politique d'éthique de votre cabinet à propos de ce genre de lacune de divulgation? Qu'elle doit être auto-signalée à l'associé directeur avant la clôture. Alors vous savez ce que vous avez à faire. Je sais, dit-il. Je ne vous appelle pas pour que vous m'en dissuadiez. J'appelle parce que... Il s'arrêta. Parce que ça va être une conversation difficile avec un associé principal qui a beaucoup plus d'ancienneté dans ce cabinet que moi. Et je voulais y réfléchir avec quelqu'un qui a été dans des pièces comme ça. Victoria reste silencieuse un moment. Oakes n'appréciera pas d'être signalé. Il le présentera comme de la déloyauté. Il pourrait vous le faire payer cher au sein du cabinet. Je le sais aussi. Mais si vous ne le signalez pas, et que ça apparaît à la clôture ou après, le coût est plus élevé. Et il ne sera pas seulement financier. Vous savez qu'il est mal de laisser passer ça sans divulgation. Ce n'est pas une opinion réglementaire, c'est une opinion morale. Oui, alors vous savez déjà que cette conversation ne porte pas vraiment sur la stratégie. Il expira lentement. Non, ce n'est pas le cas. Voulez-vous que je vous dise que tout ira bien? Non. Bien, parce que je ne sais pas si ce sera le cas. Ce que je sais, c'est que vous pourrez vivre avec la décision. Ce n'est pas rien. Une pause. C'est en fait la majeure partie de ce que vous avez. Il resta avec ça un moment. Dehors, la ville faisait ses bruits nocturnes. Une voiture quelque part, une sirène lointaine, le bourdonnement ambiant de l'immeuble lui-même. « Merci », dit-il. « Ne me remerciez pas encore. Allez d'abord avoir la conversation avec votre associé directeur. » Il lut le lendemain matin. Elle dura 40 minutes. L'associée directrice, une femme nommée Claire Shue, qui dirigeait le cabinet depuis 6 ans, avec une combinaison spécifique de pragmatisme et de principe que Mason avait toujours respecté, écouta tout ce qu'il dit. Elle posa 6 questions. Elle convoqua Oakes cet après-midi-là. Mason n'était pas dans cette réunion. Il ne savait pas exactement ce qui s'y était passé. Ce qu'il savait, c'est que le jeudi matin, la clôture de Hartwell avait été repoussée de 3 semaines. Le problème de divulgation avait été formellement signalé au client. Et Richard Oakes arpentait les couloirs avec l'expression particulièrement crispée d'un homme qui a perdu une dispute qu'il s'attendait à gagner. Priya passa à son bureau le vendredi après-midi. « J'ai entendu dire que Oakes raconte que vous l'avez court-circuité pour vous protéger.
Je sais. Est-ce que ça va être un problème? Mason regarda la pile de dossiers sur son bureau. Probablement pendant un certain temps. Oui, pour ce que ça vaut, dit-elle. Je pense que vous avez bien agi. Oui. Il se pencha en arrière dans sa chaise. Moi aussi. Ça n'empêche pas que ce soit un problème. Elle hocha la tête et partit. Il prit son téléphone et envoya un texto à Victoria. C'est fait. Ça s'est passé comme je m'y attendais. Merci pour mardi soir. Elle répondit. Comment vas-tu? Il y réfléchit honnêtement. Fatigué, mais ça va. Viens prendre un café demain. Tu pourras me raconter comment ça s'est vraiment passé. Il tapa. Vous venez de dire que vous saviez comment ça se passerait. J'ai dit que je m'y attendais mardi. Je veux entendre la version de samedi. Il posa le téléphone et sourit presque malgré la fatigue et la tension résiduelle qui habitaient ses épaules toute la semaine. Le sentiment particulier d'être vraiment connu par une autre personne. Pas géré, ni traité avec une distance professionnelle, mais connu. La version réelle, non polie. C'était quelque chose qu'il avait oublié, pouvait exister dans une conversation qui n'était pas avec une enfant de 6 ans. Samedi, à Meridian, elle arriva pour la première fois. Il la vit à travers la fenêtre en approchant. Déjà à leur table d'angle, le manteau plié sur le dossier de sa chaise, lisant quelque chose sur son téléphone. Elle leva les yeux quand il poussa la porte. Et le quelque chose dans son expression quand elle le vit, un très léger adoucissement, une fraction de soulagement, l'atteignit d'une manière qu'il sentit dans sa poitrine, avant d'avoir fini de traverser la pièce. Il s'assit. Le serveur apporta du café sans qu'on le lui demande, ce qui signifiait qu'ils étaient devenus des habitués. D'une manière qui leur avait valu cette petite reconnaissance. « Raconte-moi, dit-elle. » Il lui raconta. Tout. La réunion de 40 minutes avec Claire, la clôture repoussée, Oaks dans le couloir, le rapport de Priya sur ce qui se disait. Il lui raconta sans rien omettre, ce qui n'était pas sa façon habituelle de raconter des histoires professionnelles. D'habitude, il les organisait d'abord, coupait les bords effilochés, présentait la version cohérente. Avec Victoria, il avait cessé de le faire vers leur 3e samedi, et il n'était pas tout à fait sûr de quand cela s'était produit. Elle écouta. Quand il eut fini, elle dit « D'accord, quoi qu'il en soit, vous saurez dans quel genre de cabinet vous travaillez vraiment. C'est une maigre consolation. C'est quand même une consolation. » Elle enroula ses mains autour de sa tasse. « Pour ce que ça vaut, et je reconnais que je ne suis pas une partie neutre ici, ce que vous avez fait a demandé quelque chose. Signaler un associé principal sur un problème de conformité quand votre nom est aussi sur les documents n'est pas le geste d'autoprotection. C'est le bon geste, et ce sont des choses différentes. Vous auriez fait la même chose. » Elle fit une pause. « Oui, mais je suis la personne qui a mis fin à un contrat rentable de 11 ans pour des raisons éthiques. Ma tolérance pour les coûts à court terme en échange de faire les choses correctement est peut-être supérieure à la moyenne. »« Peut-être, » dit-il sèchement. Elle le regarda par-dessus sa tasse de café. « J'ai informé mon conseil d'administration de la résiliation du contrat le jour même où j'ai pris la décision, avant d'avoir entièrement assemblé la documentation. 2 d'entre eux pensaient que j'allais trop vite. Une pause. Je n'allais pas trop vite, mais je comprenais leur inquiétude et je l'ai dit. Et puis je leur ai dit que la décision était prise et que je préparerais la documentation pour leur dossier. Ont-ils formellement contesté, ce qui était leur droit? » Elle posa la tasse. « Je n'ai jamais cru que faire la bonne chose devrait exiger que les autres personnes dans la pièce soient d'accord avec vous d'abord. C'est bien quand ils le sont. Ce n'est pas une condition préalable. » Mason la regarda. Cette femme, de l'autre côté d'une table d'angle, dans un café, qui sentait les grains torréfiés et le bois chaud, qui disait les choses, avec la précision, sans fioriture, de quelqu'un qui y avait réfléchi complètement avant de les laisser sortir de sa bouche. Il y avait un malaise dans le regard qu'il lui lança, parce qu'il était conscient de ce qui se passait en lui, et il était aussi conscient que ce n'était pas une chose simple ou directe, et qu'en être conscient ne lui disait pas quoi faire à ce sujet. Elle lut quelque chose dans son expression. Il pouvait le dire car elle devint légèrement immobile. L'immobilité particulière qu'il avait appris à reconnaître comme étant son attention portée à quelque chose au-delà des mots. « Mason, je sais, » dit-il. « Vraiment? Je sais à quoi cela commence à ressembler. » Il posa sa propre tasse. « Je le sais depuis un moment. Moi aussi. » Une pause. J'ai essayé de savoir si je devais dire quelque chose, ou s'il valait mieux laisser tomber. « Qu'est-ce qui vous a empêché de dire quelque chose? » Elle le regarda directement. « La complication évidente, et le fait que j'ai 19 ans de plus que vous.
Ce qui, je soupçonne, compte moins pour vous que pour moi. Mais c'est là. C'est là, acquiesça-t-il. Ça ne change pas ce que c'est. Non, sa voix était prudente. Mais ça change ce qu'il faut pour le faire correctement. Une autre pause. Et il y a Laurel. Laurel n'est pas dans ma vie. Elle est dans la vie de Lily, de manière périphérique. Et je suis sa mère. Elle ne le dit pas comme un argument, plutôt comme un fait nommé pour qu'aucun d'eux n'ait à prétendre qu'il n'était pas dans la pièce. Quoi que ce soit, cela a des conséquences qui s'étendent au-delà de nous. Je le sais. Je ne dis pas non. Elle le dit rapidement, ce qui lui indiqua qu'elle comprenait comment cela était perçu. Je dis que si nous allons être honnêtes l'un avec l'autre, ce qui est apparemment devenu notre mode par défaut, alors nous devons être honnêtes sur les complications. Il resta silencieux un moment. Dehors, une foule du samedi se déplaçait sur le trottoir, sans se presser. Quelqu'un passa avec un chien en laisse et un enfant de l'autre côté. L'enfant disait quelque chose d'animé, et le parent hochait la tête avec l'expression d'une personne qui a entendu ce sujet particulier, discuté en long et en large, et qui est contente de l'entendre à nouveau. Une question, dit Mason. Très bien. Si la complication n'était pas là, l'histoire, Laurel, l'âge, tout ça, que voudriez-vous? Victoria soutint son regard. Elle ne répondit pas immédiatement, ce qu'il avait cessé d'interpréter comme de l'hésitation. Il avait commencé à l'interpréter comme le soin qu'elle prenait avec les choses vraies. « Je voudrais ça, dit-elle doucement. Ce que nous avons déjà, et plus encore. » Il hocha lentement la tête. « Mais les complications sont là, dit-elle. Elles le sont. » Il prit son café. « Je ne vous demande pas de prétendre qu'elles n'y sont pas. Je vous demande de ne pas les laisser être la seule chose qui compte. » Elle le regarda un long moment, quelque chose dans son visage, pas exactement un adoucissement, mais un changement, s'ajustant à une nouvelle configuration interne. Il le reconnut parce qu'il avait senti la même chose se produire en lui pendant des semaines, sans avoir de mots pour le dire jusqu'à ce moment. « C'est une demande raisonnable, dit-elle finalement. Je le pensais aussi. Ne prenez pas cet air suffisant. Je ne prends pas un air suffisant. Vous prenez presque un air suffisant. » Il prit son café pour cacher ce que son visage faisait. Elle fit de même. Autour d'eux, Meridian bourdonnait de sa vie ordinaire du samedi. Des conversations, le bruit de la machine à expresso, un enfant à une table près de la fenêtre, mangeant soigneusement un muffin à deux mains. Ils restèrent assis là un peu plus longtemps, ne résolvant rien, ne nommant rien, mais ne le laissant pas sans nom, de la même manière qu'avant. La lumière à travers la fenêtre était pâle et propre. Elle tombait sur la table entre eux et rendait tout un peu plus défini que d'habitude. Et aucun d'eux ne détourna le regard. Quand ils se levèrent enfin pour partir, Victoria prit son manteau. Et alors qu'elle se tournait vers la porte, elle s'arrêta, le dos à moitié tourné vers lui, et dit sans le regarder. « Pour ce que ça vaut, Mason. Ce que vous avez fait au cabinet cette semaine, la façon dont vous l'avez géré. » Une pause. « J'ai remarqué. » Elle se dirigea vers la porte. Il resta à la table un instant de plus, retenant cela, avant de la suivre. Le mot « remarquer » lui resta en tête plus longtemps qu'il n'aurait dû. Il le retourna dans sa tête sur le chemin du retour de Meridian. Et de nouveau cette nuit-là, après que Lily fut au lit. Et 2 fois de plus la semaine suivante, dans les moments calmes entre les contrats et les appels clients, quand son esprit cherchait quelque chose à quoi se raccrocher. Ce n'était pas une déclaration, ce n'était pas une promesse, c'était un seul mot d'une femme qui mesurait ses paroles, avec la précision de quelqu'un qui comprenait que le langage avait des conséquences. Et elle avait choisi celui-là. Il ne lui envoya pas de texto à ce sujet. Il n'en parla pas le samedi suivant, mais il le garda, de la manière dont on garde quelque chose de petit et de dense, dont on sait qu'il a plus de poids que sa taille ne le suggère. Ce qui changea dans les semaines qui suivirent cette conversation fut quelque chose de structurel plutôt que de dramatique. La distance prudente qu'ils avaient maintenue, l'accord tacite de rester du côté de la ligne où les choses étaient encore techniquement indéfinies, se réorganisa tranquillement en quelque chose de plus honnête. Ils cessèrent de prétendre que les cafés du samedi étaient décontractés. Ils cessèrent de jouer la légère formalité qu'ils utilisaient tous les deux comme tampon. Quand il lui envoyait un texto qui la faisait rire, elle ne riait pas facilement. Mais quand quelque chose la prenait au dépourvu, la réponse venait rapidement et sans sa précision habituelle. Il cessa de prétendre qu'il ne remarquait pas la satisfaction spécifique que cela produisait en lui. Elle l'appela un mardi soir à la mi-avril. Ils parlèrent pendant 1h20 de rien de critique, des choses de travail, des choses sur Lily.
une nouvelle sur laquelle Victoria avait des opinions bien arrêtées. Une terrible métaphore structurelle que Mason avait utilisée dans un mémoire. Son associé superviseur l'avait entouré d'encre rouge et l'avait laissé sur son bureau sans commentaire. Elle rit de celle-là, un vrai rire. Pas le quasi-sourire contrôlé qu'il avait catalogué des premières semaines. Et il s'assit sur son canapé, les pieds sur la table basse. Il sentit la légèreté particulière d'être trouvé vraiment drôle par quelqu'un que l'on respecte. Après avoir raccroché, il resta un moment dans le silence et s'avoua, sans drame, qu'il était dedans. Quoi que ce soit, il était dedans, et il n'était pas intéressé à en sortir. Et les complications que Victoria avait nommées à Meridian étaient réelles, présentes, et ne diminuaient pas. Et il était dedans quand même. Les complications avaient des noms. Elles avaient toujours eu des noms. Il n'avait simplement pas été prêt à les appeler par ces noms, jusqu'à maintenant. Le premier nom était Laurel. Pas Laurel elle-même. Elle n'était pas présente dans sa vie quotidienne, d'une manière qui nécessitait une navigation. Elle appelait pour l'anniversaire de Lily et à Noël. Des appels brefs que Lily gérait avec le pragmatisme résilient d'une enfant qui avait grandi avec une forme particulière de famille, et l'acceptait comme la seule forme qu'elle connaissait. Mason gérait ses appels en quittant la pièce et en trouvant quelque chose à faire dans la cuisine. Ce n'était pas un mécanisme d'adaptation sain, mais c'était celui qu'il avait. La complication n'était pas Laurel. C'était l'idée de Laurel, le poids symbolique du fait que Victoria était sa mère. Que toute relation entre Mason et Victoria existerait dans un réseau de connexion dont Laurel faisait également partie, qu'elle y participe ou non. Il pensa à ce que cela donnerait si Victoria devenait une présence dans la vie de Lily, une présence plus marquée, nommée, et ce que Laurel en penserait. Si ce serait quelque chose qu'elle pourrait accepter, ou quelque chose qui endommagerait la distance fonctionnelle fragile qui existait actuellement dans leur arrangement. Il en parla un mercredi soir fin avril, alors que Victoria était dans son appartement pour la première fois. Elle était venue rendre un livre qu'elle avait emprunté. Il lui avait prêté un roman qu'il avait recommandé 3 samedis auparavant, une chose qui s'était produite si naturellement qu'il ne l'avait reconnue qu'après coup comme un seuil franchi. Et elle était arrivée à 6h30 et Lily était encore réveillée. Il s'était attendu à ressentir l'anxiété des compartiments qui se heurtent. Mais Lily avait regardé Victoria avec l'évaluation franche d'une élève de première année qui a des opinions bien arrêtées sur les adultes. Et elle avait dit « Êtes-vous la mademoiselle Vicky de mon dessin ?» Et Victoria avait dit oui sans hésiter. Et Lily avait dit « Je vous ai donné une robe verte parce que le vert est la meilleure couleur. » Et Victoria avait dit « Il se trouve que je suis tout à fait d'accord avec ça. » Et Lily avait décidé que c'était suffisant et était retournée à son arrangement de dinosaure sur le sol du salon. Comme si toute l'interaction avait été entièrement attendue. Mason avait observé tout cela depuis l'embrasure de la cuisine, les bras croisés et quelque chose de compliqué se passant dans sa poitrine. Lily était au lit à 8h. Mason prépara un café dont il n'avait pas vraiment besoin. Ils s'assirent à sa table de cuisine, ce qui était une autre façon d'être assis ensemble que dans le café. Plus intime, plus exposé en quelque sorte. La vulnérabilité spécifique d'être dans la vie réelle de quelqu'un plutôt que dans un lieu de rencontre neutre. « Je dois vous demander quelque chose, dit-il. »« Très bien. Laurel. » Il posa sa tasse. « Lui avez-vous parlé depuis le dîner ?» Elle resta silencieuse un moment. 2 fois. Nos appels habituels. Je n'ai pas mentionné le dîner. C'est elle que nous avons été, quoi que ce soit. Non. Une pause. J'ai réfléchi à l'opportunité de le lui dire. Qu'avez-vous décidé? Que je ne sais pas encore. Elle soutint son regard. Laurel et moi avons une relation compliquée. Nous nous aimons de la manière dont les familles qui ont traversé des épreuves s'aiment, avec beaucoup de choses sous-jacentes qui ne sont pas entièrement dites. Elle n'est pas quelqu'un qui se confie facilement à moi, et je ne suis pas quelqu'un vers qui elle se tourne pour obtenir du soutien au sens conventionnel. Une autre pause. Elle aurait des opinions à ce sujet, des opinions négatives, presque certainement au début. Qu'elle reste négative, je ne le sais vraiment pas. Elle regarda ses mains autour de la tasse de café. Elle n'a aucun droit sur votre vie, Mason. Je veux être clair à ce sujet. Elle a choisi de partir. Vous avez construit 3 ans ici, sans qu'elle en fasse partie. Elle n'a pas à décider de ce que vous en faites. Je sais que ce n'est pas ce qui m'inquiète. Qu'est-ce qui vous inquiète? Il réfléchit à la façon de le dire. Lily, si Laurel réagit mal, si elle décide de devenir moins coopérative à propos de l'arrangement à cause de ça,
C'est Lily qui en paye le prix. J'ai gardé les voies parallèles séparées très soigneusement pendant 3 ans. Spécifiquement parce que perturber l'arrangement perturbe Lily. Victoria resta silencieuse un long moment. Quand elle parla, sa voix était prudente, mais sans garde. C'est une préoccupation légitime. Vous avez raison de la nommer. Elle le regarda directement. Je ne peux pas vous promettre comment Laurel réagira. Je connais ma fille, mais je ne contrôle pas ses réactions. Une pause. Ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai aucune intention de mener cela, quoi que ce soit, d'une manière qui pourrait être utilisée comme une arme contre la stabilité de Lily. Si on en arrivait là, je ne le permettrais pas. Si Laurel décidait de riposter par des voies officielles, alors je parlerai directement à Laurel. Pas pour la gérer, mais pour être honnête avec elle sur ce qui se passe, sur ce qu'elle a le droit de ressentir à ce sujet et ce qu'elle n'a pas le droit de faire à ce sujet. Sa voix était ferme. Je n'ai pas peur de cette conversation. Elle serait difficile. Je l'aurai quand même. Il hocha lentement la tête. Quelque chose en lui se détendit légèrement. Pas complètement, pas entièrement, mais assez pour respirer. « Lily vous a aimé, dit-il. Elle m'a dit que le vert est la meilleure couleur. Je sens que nous avons établi une base. Elle m'a dit une fois que le violet est la meilleure couleur. » L'expression de Victoria changea. Elle m'a dit vert spécifiquement. Je pense qu'elle dit des choses différentes à différentes personnes pour voir ce qui se passe. Elle a 6 ans et elle mène déjà des expériences sociales. Elle tient ça du côté de Laurel, c'est sûr, dit Mason. Puis il se reprit et réalisa que Victoria souriait presque, ce qui signifiait que c'était passé comme l'observation sèche qu'il avait voulu, plutôt que comme la blessure que ça aurait pu être. Elle le tient des 2 côtés, dit Victoria. Ne sous-estimez pas votre contribution. La deuxième complication avait une forme moins nette que Laurel. Elle était plus difficile à nommer, car elle vivait à l'intérieur de Mason plutôt qu'à l'extérieur. Et les choses qui vivent à l'intérieur sont toujours plus difficiles à contredire que celles qui vivent à l'extérieur. Il était père célibataire depuis 3 ans. Il avait organisé toute sa vie autour de ce rôle. Pas avec ressentiment, pas avec le martyre de quelqu'un qui accomplit un sacrifice, mais sincèrement et par choix. Parce que Lily était la chose la plus importante, et elle méritait quelqu'un qui se présentait complètement. Il avait fait la paix avec l'étroitesse de cette vie. Il avait aussi fait la paix avec sa solitude, finalement. De la manière dont on fait la paix avec une maladie chronique. Non pas en la guérissant, mais en apprenant à fonctionner avec sa présence. Ce à quoi il ne s'était pas préparé, c'était ce que l'on ressentait quand la solitude commençait à se dissiper. Parce que la dissipation était en soi une sorte de déstabilisation. Il avait construit son équilibre autour de son poids. Et maintenant que le poids changeait, l'équilibre nécessitait un recalibrage. Et ce processus était troublant d'une manière qu'il n'avait pas prévue. Il dit une version de cela à Victoria un dimanche de mai. Pas à Meridian, mais sur un banc du parc Fairmont. Ils y avaient atterri après un café du samedi qui s'était prolongé en promenade. Le parc était animé, des familles, des chiens, des enfants à vélo. Et ils étaient assis dans une partie un peu plus calme, une partie plus ancienne, avec de plus grands arbres qui filtraient la lumière de l'après-midi, en quelque chose de plus doux. Lily était avec Colin pour l'après-midi. Colin avait commencé à la prendre un dimanche sur 2 depuis janvier, une chose qu'il avait offerte et que Mason avait acceptée avec plus de gratitude qu'il n'avait pu l'exprimer clairement. Colin et Lily avaient une dynamique qui consistait principalement en Colin la laissant prendre toutes les décisions. Lily profitait pleinement de cela, ce qui donnait des après-midi de jeux imaginaires élaborés que Colin rapportait avec une sorte d'émerveillement perplexe. « Je gère la solitude depuis si longtemps, » dit Mason, « que je ne sais pas trop quoi faire, du fait qu'elle est moins présente. » Victoria regarda les arbres devant eux. « Qu'est-ce que ça fait, spécifiquement? » Comme si j'attendais que le ciel me tombe sur la tête. « Vous attendez qu'on vous l'enlève. » Oui, il expira. Ce qui est rationnel, compte tenu de votre histoire. Elle le dit sans douceur, conçue pour atténuer la franchise. Juste honnête. Vous avez aimé quelqu'un, et elle est partie. L'inférence la plus logique que votre système nerveux a tirée de cette expérience est que les choses positives s'en vont. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la reconnaissance de schémas à partir de données incomplètes. Données incomplètes. Un point de données significatif. Ce n'est pas un schéma, c'est un incident. Elle fit une pause. Je dis ça en tant que personne qui a aussi tiré des conclusions trop larges d'un ensemble de données limitées. Il la regarda.
Elle observait le parc avec cette qualité latérale qu'elle avait parfois quand elle disait quelque chose qui lui coûtait. « Votre mariage ?» dit-il. J'avais 31 ans. Il était quelqu'un qui avait besoin de beaucoup d'admiration. Et il devenait rancunier quand l'admiration n'était pas constante. J'ai passé 4 ans à essayer de devenir quelqu'un qui exigeait moins, avait besoin de moins et montrait moins. Parce que c'était les conditions dans lesquelles il était le plus facile à vivre. Elle fit une pause. Après la fin, j'ai conclu que je n'étais tout simplement pas quelqu'un de fait pour les relations. Que ma façon d'être au monde, directe, exigeante, pas particulièrement chaleureuse au sens conventionnel, était incompatible avec ce que les relations exigeaient. « Vous avez cru ça? Pendant combien de temps? » 18 ans. Elle le dit simplement, sans drame, avec des réévaluations occasionnelles basées sur des preuves qui le confirmaient. Réévaluation basée sur des preuves. J'ai eu des rendez-vous. Ça n'a pas marché. J'ai conclu que mon hypothèse initiale était correcte. Une pause. J'ai récemment eu des raisons de remettre en question la méthodologie. Il resta silencieux un moment. Autour d'eux, le parc continuait ses activités dominicales. Un enfant quelque part derrière eux riait de quelque chose de manière répétitive. Le genre de rire que les enfants ont quand quelque chose leur semble infiniment drôle et que les adultes ne peuvent pas toujours identifier la source. « Je ne suis pas bon pour la partie intermédiaire, » dit Mason. « Quelle partie intermédiaire? La partie entre savoir ce que je ressens et savoir quoi en faire. » Il se tourna pour la regarder. « Je suis bon pour décider des choses, une fois que j'ai assez d'informations. Je ne suis pas bon pour la période avant d'avoir assez d'informations, quand la situation est encore en train de se former. C'est assez courant, c'est agaçant. Oui, elle sourit presque. Quelles informations avez-vous l'impression de manquer? Il y réfléchit. Si c'est quelque chose que vous voulez comme je le veux. Si je lis ça correctement. Si. Il s'arrêta. Vous avez dit quelque chose il y a des semaines à Meridian, la dernière fois. Vous avez dit que vous voudriez ça, et plus encore. Je n'ai pas arrêté d'y penser. Je sais, dit-elle doucement. Vous savez, je l'ai dit en sachant que vous y penseriez. Je l'ai dit parce que c'était vrai, et parce que je pensais que vous méritiez d'avoir une chose vraie à laquelle penser. Même si je ne pouvais pas offrir plus de certitude que ça à l'époque. Pouvez-vous offrir plus de certitude maintenant? Elle se tourna pour le regarder. La lumière de l'après-midi était dans ses yeux, et elle ne détourna pas le regard, ni de la lumière, ni de lui. Elle avait 50 ans, et elle était fatiguée de la manière spécifique de quelqu'un qui avait été compétent et autonome si longtemps que la compétence et l'autonomie étaient devenues à la fois armure et cellule. Et elle le savait. Et elle était assise dans un parc un dimanche avec un homme de 32 ans qui avait une fille qui donnait des robes vertes fictives à des femmes fictives. Et d'une manière ou d'une autre, dans le bilan de sa vie, c'était la version des choses qui semblait la plus réelle. « Oui, dit-elle, je peux offrir plus de certitude maintenant. » Il laissa cela reposer un moment. « À quoi ressemble plus de certitude pour vous? Ça ressemble à ça. » Elle fit un geste minime vers le banc, le parc, eux deux. Pas une déclaration, pas une feuille de route. Juste une intention soutenue de continuer à avancer vers quelque chose, au lieu de construire des raisons de s'en éloigner. Une pause. C'est ce que je peux vous donner en ce moment. L'intention et l'honnêteté sur d'où elle vient et ce qu'elle me coûte. Qu'est-ce que ça vous coûte? Elle resta silencieuse plus longtemps que d'habitude. Le contrôle, dit-elle finalement, sur la façon dont cela se résout. Je peux gérer la plupart des résultats dans ma vie professionnelle parce que je comprends les variables. Ceci a des variables que je ne contrôle pas et c'est inconfortable pour moi, spécifiquement. Vous l'avez plutôt bien géré jusqu'à présent. J'ai fait semblant de le gérer. Il y a une différence. Elle le regarda droit dans les yeux. Vous devriez le savoir. Je le sais. Il fit une pause. Pour ce que ça vaut, j'ai fait la même chose. Je sais que vous l'avez fait. Nous sommes tous les deux mauvais à ça. Nous sommes tous les deux des personnes très fonctionnelles qui sont mauvaises à cette chose spécifique, dit-elle. Oui. Il rit. Du vrai genre. Surpris hors de lui comme elle y parvenait parfois. Elle ne rit pas, mais son expression se transforma en quelque chose de plus proche de l'ouverture qu'il n'avait encore vue, et c'était sa propre sorte de chose. Ce qui suivit ne fut pas une progression nette et linéaire, c'était plus désordonné que ça, plus humain que ça. Il y eut une nuit fin mai où Mason coucha Lily, puis s'assit sur le sol de la salle de bain pendant 20 minutes. Parce que le poids de tout, les retombées de Hartwell rendant encore le bureau inconfortable.
Le 3e anniversaire du départ de Laurel, passant silencieusement et mal, un appel téléphonique de sa mère à Dayton, qui avait été aimant et épuisant à parts égales. Tout lui tomba dessus d'un coup, de la manière dont les choses choisissent parfois le pire moment possible pour tomber. Il envoya un texto à Victoria à 10h15. Mauvaise nuit. Rien de spécifique. Tout à la fois. Elle appela 30 secondes plus tard et parla avec lui, jusqu'à près de minuit, de rien d'important. Une dispute qu'elle avait eue avec un entrepreneur au sujet de la rénovation de son bureau. Un souvenir de Laurel à 8 ans qui était drôle avec le recul. Une question sur le fait que Mason ait déjà essayé de faire pousser quelque chose sur le balcon de son appartement et pourquoi pas. Elle n'essaya pas de réparer la mauvaise nuit. Elle s'assit simplement avec lui dedans jusqu'à ce qu'elle soit moins mauvaise, ce qui était ce dont il avait besoin. Il y eut un dimanche de juin où Lily demanda, avec la franchise de quelqu'un qui réfléchissait à une question depuis un moment et avait décidé qu'il était temps de la poser. « Est-ce que Mademoiselle Vicky est ta petite amie ?» Mason avait dit qu'il n'était pas encore sûr, ce qui était la réponse honnête. Lily avait réfléchi à cela et dit qu'elle en savait beaucoup sur les dinosaures pour une adulte, comme si c'était le critère pertinent, puis était retournée à ses céréales. Il avait envoyé l'échange par texto à Victoria, mot pour mot. Sa réponse avait été une longue pause, puis « Que sait-elle de moi pour avoir identifié ce lien ?» Il avait répondu « J'ai peut-être mentionné que c'est vous qui avez dit que Dr Longcou avait une bonne structure osseuse. » Une autre pause. « Vous lui avez dit que j'avais dit ça. C'est venu naturellement. » Mason, elle l'a bien pris. Une pause plus longue, puis « Dis-lui que Steggy a aussi une excellente intégrité structurelle. » Il y eut un dîner début juillet où il cuisina et elle le mangea sans feindre un enthousiasme qu'elle ne ressentait pas. Ce qui signifiait qu'elle prit 3 portions de pâtes et avait des réserves honnêtes sur la vinaigrette, qu'elle exprima avec précision et qui, il le découvrit, ne le dérangeait pas le moins du monde. Il y eut un après-midi où ils se disputèrent, une vraie, la première, sur quelque chose qui avait commencé comme une discussion sur la façon dont Mason gérait les suites de l'affaire Hartwell au travail, et qui avait évolué en quelque chose de plus personnel, sur le fait de savoir si la tendance de Mason à absorber les conflits professionnels sans les traiter visiblement était une stratégie d'adaptation durable. Elle fut directe d'une manière qui appuya sur quelque chose, et il répliqua plus fort qu'il ne le voulait. Et il y eut 20 minutes où ils furent tous les deux trop contrôlés et trop pointus à parts égales. Ils cessèrent d'en parler par accord tacite. Il le ramena chez elle dans un silence différent de leur silence habituel. Elle sortit de la voiture sans que ce soit résolu, et il retourna à son appartement avec le sentiment désagréable spécifique d'une dispute inachevée. Elle envoya un texto à 11h ce soir-là. « J'ai été directe d'une manière qui n'était pas juste. J'ai l'habitude de transformer les observations sur les gens que j'aime en évaluation. Et ce n'est pas la même chose que de l'inquiétude, même si l'inquiétude sous-jacente est réelle. » Il fixa le message, puis tapa. « Je sais que tu avais raison sur la stratégie d'adaptation. Je ne voulais juste pas l'entendre alors que j'étais encore en plein dedans. C'est juste. J'aurais dû attendre. J'aurais dû le dire au lieu de me fermer. » Une pause. « Nous apprenons tous les deux, écrivit-elle. Oui, tapa-t-il. Nous apprenons. Il posa le téléphone et s'assit avec la réalité de cela. Que cette chose entre eux n'était pas sans friction et n'allait pas le devenir. Qu'ils étaient 2 personnes avec des habitudes ancrées, des histoires importantes, des opinions bien arrêtées et de vrais défauts. Essayant de construire quelque chose d'assez prudent pour supporter le poids de tout cela. Ce n'était pas une petite chose à essayer. C'était en fait assez grand. Mais il n'en avait pas peur comme il avait eu peur des choses auparavant. La peur était toujours présente. Elle était toujours présente, petite, persistante et honnête. Mais ce n'était plus la plus grande chose dans la pièce. La plus grande chose dans la pièce était ce qu'il choisissait, et pourquoi, et avec qui il le choisissait. Il éteignit la lumière et alla se coucher. Dehors, la nuit de juillet était chaude et calme, et son appartement contenait la paix spécifique d'un endroit où un enfant dormait en sécurité. Et demain s'organisait déjà autour d'un café, d'une dispute résolue, et d'une femme qui avait dit « Les gens que j'aime sans ciller » et le pensaient. C'était suffisant. C'était en fait plus que suffisant. L'appel de Laurel arriva un jeudi soir de la 2e semaine d'août. Ce n'était pas l'anniversaire de Lily, ni Noël, ni aucune des dates que Mason avait appris à anticiper, ce qui signifiait que c'était autre chose.
Il était dans la cuisine quand son téléphone s'alluma avec son nom. Lily était à la table derrière lui, travaillant sur un dessin avec une concentration totale. La langue légèrement sortie comme toujours quand elle était concentrée. Mason se déplaça dans le couloir avant de répondre. « Salut », dit-il. « Salut ». La voix de Laurel était prudente, de la manière spécifique dont elle était toujours prudente avec lui. Pas froide, mais maîtrisée. La voix de quelqu'un qui se surveille en temps réel. « Tu as 1 minute ?» « Bien sûr. » Lily fait ses devoirs. « D'accord. Une pause. Je ne vais pas mal faire ça, alors je vais le dire directement. Patricia m'a parlé du dîner. » Mason resta silencieux. Elle ne voulait pas. Elle a mentionné quelque chose à un ami commun, qui a mentionné quelque chose à quelqu'un d'autre. Et Sam est finalement revenu que ma mère avait eu un rendez-vous arrangé en janvier, et que l'homme s'est avéré être toi. Une autre pause, et que vous êtes resté 3 heures. Il s'appuya contre le mur du couloir. C'est exact, Mason. Sa voix changea. Pas en colère, ce à quoi il s'était préparé. Plus compliqué que ça, fatigué, peut-être. Est-ce qu'il se passe quelque chose entre toi et ma mère? Il aurait pu esquiver. Il aurait pu dire « c'est compliqué » ou « nous avons eu quelques conversations » ou n'importe quelle autre chose techniquement vraie qui aurait adouci les angles. Il pensa à ce que Victoria avait dit dans le parc, qu'elle n'aurait pas peur d'une conversation honnête avec Laurel, qu'elle l'aurait de toute façon. Il pensa à la chose qu'il avait apprise lentement au cours des 8 derniers mois, que les gens qui comptaient vraiment pour lui avaient la version vraie. « Oui, dit-il. » Le silence à l'autre bout du fil fut assez long pour qu'il ait presque parlé dedans. « Je vois, dit finalement Laurel. Je sais que c'est étrange. » Elle expira. « C'est étrange, Mason. Tu comprends ça? Je le comprends. C'est ma mère. Je sais qui elle est. Et tu es... » Elle s'arrêta. Il pouvait l'entendre travailler sur quelque chose. « Tu étais mon mari. Je l'étais. Et puis tu es parti. » Il le dit sans accusation, ce vers quoi il avait travaillé pendant 3 ans, et qu'il n'avait pas entièrement atteint avant le 6e mois de samedi à Meridian. Quand il avait découvert que le simple fait de cela ne portait plus la charge qu'il avait autrefois. Ce n'est pas une arme, Laurel. Je ne te le jette pas à la figure. C'est juste ce qui s'est passé. Tu es parti, et j'ai construit une vie après ça. Et ça fait partie de cette vie maintenant. Un autre long silence. Est-ce que Lily la connaît? Elle l'a rencontrée une fois. Elle l'a approuvée parce que Victoria lui a dit que Steggy avait une bonne intégrité structurelle. Il entendit quelque chose à l'autre bout du fil. Pas tout à fait un rire, mais un son adjacent. Une très brève échappée de quelque chose d'humain dans la voix maîtrisée. « Ça ressemble à ma mère, » dit Laurel doucement. « Oui. » Il attendit. « Laurel, je ne te demande pas ta permission. Je veux que tu le comprennes clairement. Mais je ne veux pas non plus que ça devienne quelque chose qui endommage ce que nous avons avec Lily. C'est la seule chose que j'ai toujours voulu protéger. Je sais ça. » Sa voix était différente maintenant. Plus basse, moins prudente. « Tu as toujours été meilleur à ça que moi. » Il ne répondit pas à ça. Il n'y avait rien à répondre. « Est-ce qu'elle... » Laurel s'arrêta. « Est-ce qu'elle est bonne avec toi ?» La question le surprit. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle la pose. Et le fait de la poser lui apprit quelque chose sur où en était Laurel dans son propre parcours. Une version d'elle qui était plus avancée que la version qui était partie. Toujours en progression, toujours imparfaite, mais posant des questions qu'elle n'aurait pas posées avant. « Oui, dit-il. Elle l'est. »« D'accord. Une pause. D'accord. Une autre pause. Plus longue. Je vais avoir besoin de temps avec ça. C'est honnête. C'est juste. J'appellerai quand même Lily pour son anniversaire. Je sais que tu le feras. Mason. » Sa voix était plus calme maintenant, et quelque chose en elle avait complètement abandonné la maîtrise. Juste la voix d'une personne. « Je sais que je... » Elle s'arrêta. « Je sais que la façon dont les choses se sont terminées n'était pas juste pour toi. Je le sais depuis longtemps. Je n'ai pas su comment le dire. » Il se tenait dans son couloir avec le bruit de Lily dessinant dans la cuisine derrière lui. Il laissa les mots arriver et se poser. Il y a 3 ans, ces mots auraient signifié quelque chose d'énorme pour lui. Ils auraient été la chose qu'il ne savait pas qu'il attendait. Maintenant, ils signifiaient quelque chose de différent. Plus petit, peut-être, mais plus honnête. La blessure avait déjà changé de nature, comme Victoria l'avait dit. Les mots arrivaient trop tard pour être un sauvetage, mais ils valaient quand même quelque chose. Ils étaient la vérité, et la vérité valait toujours quelque chose, même quand elle arrivait en retard. « Merci de l'avoir dit, » dit-il. « C'est important. Dis à Lily. J'appellerai dimanche. Je lui dirai. » Ils raccrochèrent. Il resta un moment dans le couloir. Puis il retourna dans la cuisine, et Lily leva les yeux de son dessin
avec l'expression évaluatrice d'un enfant qui sait que quelque chose s'est passé, mais n'est pas sûr de quoi. « C'était qui? Ta mère. Elle appelle dimanche. » Lily traita cette information avec son équanimité caractéristique. L'acceptation confortable de la forme que sa famille avait toujours eue. « Est-ce qu'elle vient nous rendre visite? » « Pas tout de suite. »« D'accord. » Elle baissa les yeux sur son dessin, puis les releva. « Papa, oui. Est-ce que Mademoiselle Vicky peut venir à ma fête d'anniversaire de dinosaures? » Mason la regarda. Son anniversaire était en octobre. On était en août. Elle avait apparemment planifié une fête sur le thème des dinosaures depuis plus longtemps qu'elle ne le lui avait dit. « Je lui demanderai, » dit-il. Lily hocha la tête, satisfaite, et retourna à son dessin avec la confiance assurée de quelqu'un qui considère que les arrangements importants sont déjà faits. Il appela Victoria ce soir-là à 9 heures, après que Lily fut endormie. Il lui raconta la conversation avec Laurel de la même manière qu'il avait appris à raconter les choses à Victoria. La version vraie, pas la version éditée. Elle écouta sans l'interrompre. Quand il eut fini, elle dit « Comment te sens-tu? » « Mieux que je ne l'attendais. » Il réfléchit. Laurel demandant si tu étais bonne avec moi. Je n'ai pas vu ça venir. « Elle t'aime, » dit Victoria doucement. « Pas de la manière dont tu avais besoin qu'elle t'aime, et pas d'une manière qui la rendait capable de rester, mais à sa manière. » Une pause. C'est quelque chose que j'ai fini par comprendre à son sujet. Elle n'est pas indifférente aux personnes qu'elle quitte. Elle a juste plus peur de rester que de les blesser. Ce n'est pas une excuse, c'est une explication. Il y a une différence entre ces choses, dit-il. Il y en a une. Il resta silencieux un moment. Dehors, Août faisait ce qu'il faisait. Laurel chaud, et plein du son spécifique d'une ville qui n'avait pas encore commencé à se préparer pour l'automne. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps. Elle le prendra, et puis elle s'adaptera. Laurel n'est pas, malgré tout, quelqu'un qui reste indéfiniment dans une position. Elle bouge lentement, et pas toujours dans la bonne direction, mais elle bouge. Vous la connaissez très bien. Je connais la partie qu'elle m'a laissé connaître. Une pause, plus douce maintenant. Ce qui est moins que ce que j'aimerais, et plus que ce que c'était. Il entendit quelque chose là-dedans. La mélancolie particulière d'un parent qui aime un enfant à une distance que l'enfant a fixée, et que le parent a appris à respecter sans renoncer à l'amour. Il pensa à Lily, actuellement endormie à 4 portes de là, et à la terreur spécifique d'imaginer que cela devienne sa réalité. Que la distance devienne permanente et infranchissable. Il ne savait pas comment Victoria avait porté cela pendant des années. Il avait plus de respect pour cela qu'il ne pouvait facilement l'articuler. Elle a aussi, dit-il, été invitée à une fête d'anniversaire de dinosaures en octobre. Une pause. Je suis désolé. Lily aimerait que vous veniez à sa fête d'anniversaire, qui a pour thème les dinosaures, ce que je ne savais pas jusqu'à ce soir. Une autre pause. Depuis combien de temps planifie-t-elle cette fête? Inconnu. J'ai l'impression que la planification a commencé bien avant mon implication. Elle a 6 ans, 7 en octobre. Elle a 6 ans et elle orchestre des événements sociaux. Une pause. Mason, je l'ai déjà dit et je le répète, cet enfant va être remarquable. Vous pourrez le lui dire vous-même en octobre. Une pause plus longue. Et dedans, il pouvait l'entendre faire ce qu'elle faisait. Le calcul interne, non pas de savoir si elle devait dire oui, mais de ce que oui signifierait, ce que cela coûterait, ce que cela exigerait. Il avait appris à attendre pendant ses pauses maintenant, sans les combler. La réponse à la fin valait l'attente. « Oui », dit-elle, « je serai là ». La conversation avec Laurel avait détendu quelque chose. Pas tout. Elle n'a pas résolu 3 ans de complexité en quelque chose de net, car rien ne le fait. Mais elle a déplacé le dernier grand obstacle de menaçant, activement à présent, mais navigable, ce qui était la version honnête de ce à quoi ressemblait la résolution. Mason avait passé assez de temps maintenant, dans et hors de situations difficiles, pour savoir que la plupart des choses ne se résolvaient pas en un espace net. Elles se résolvaient en un espace gérable, et gérable était suffisant pour construire. Septembre fut le mois où les choses passèrent de prudentes à quelque chose de plus ouvertement elles-mêmes. Victoria dîna 4 fois à l'appartement de Mason. Pas des occasions, de vrais dîners. Le genre où la nourriture était parfois très bonne et parfois non. Où Lily posait des questions incessantes sur la période du Crétacé, et Victoria y répondait avec plus de spécificité paléontologique que Mason ne pouvait suivre. Où les trois se retrouvèrent sur le sol du salon à un moment donné, regardant un livre de dinosaures sur lequel Lily avait des sentiments très forts, et que Mason avait lu assez de fois
pour avoir mémorisé les 7 premières pages. Il regarda Victoria avec Lily et ressentit des choses qu'il n'essaya pas d'organiser ou de nommer. Il les laissa simplement être ce qu'elles étaient, grandes, chaleureuses et compliquées, comme les vraies choses l'étaient toujours. Il commença à passer des soirées occasionnelles dans son appartement. Il était au 14e étage d'un immeuble dans la partie nord de la ville. Il était très propre et très bien organisé, d'une manière qui ressemblait à un portrait de sa vie intérieure. Un endroit où chaque objet était intentionnel et où il y avait de l'espace entre les choses. Elle avait un petit balcon avec 2 chaises et une vue sur la ville qu'elle utilisait quand elle avait besoin de réfléchir. Elle l'emmena là-bas un soir, à la mi-septembre. Ils s'assirent sur ces chaises et regardèrent la ville ensemble sans dire grand-chose. Et c'était le silence confortable spécifique de 2 personnes qui avaient cessé d'avoir besoin de combler l'espace entre elles. « Savez-vous à quoi j'ai pensé » dit-elle, « Dites-moi. » Au dîner chez Alderton. Elle regarda la ville. « J'ai eu un moment juste après vous avoir vu, peut-être 30 secondes après, où j'ai pensé, si je me lève maintenant, je peux dire que j'ai une urgence. Et je peux être hors de ce bâtiment avant que cela ne devienne quoi que ce soit. Je pouvais me sentir imaginer le scénario. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Parce que j'étais curieuse. » Elle fit une pause. « J'avais passé 18 ans à ne pas être curieuse des gens. Et puis vous étiez debout à cette table et vous aviez l'air... » Elle s'arrêta. « Vous aviez l'air de quelqu'un qui essayait très fort de ne pas montrer qu'il était aussi pris au dépourvu que moi. Et j'ai trouvé ça, je ne sais pas. J'ai trouvé ça réel. Je ne m'attendais pas au réel. » Il regarda son profil se détacher sur les lumières de la ville. J'ai failli partir dans le parking avant d'entrer. Elle se tourna pour le regarder. « Qu'est-ce qui vous a arrêté ?» Je me suis dit que je rendais service à Colin. Lui donner la satisfaction de savoir que j'avais essayé. Une pause. Je me mentais à moi-même. La vraie raison est que je portais le même poids depuis 3 ans et j'en étais fatigué. Et une partie de moi a décidé qu'un dîner inconfortable était moins épuisant qu'une autre soirée avec ce poids. Il regarda la ville. Je n'avais aucune idée que j'entrais dans quelque chose qui allait compter. Moi non plus. Elle regarda de nouveau les lumières. J'ai pensé à la mécanique de la chose. À quel point c'était improbable. Votre ami ne connaissait pas mon nom. Mon ami ne connaissait pas le vôtre. 2 personnes bien intentionnées distinctes, de différents côtés d'une histoire compliquée. Chacune essayant d'aider quelqu'un qu'elle aimait. Chacune sans aucune idée de ce qu'elle faisait. Une pause. Je ne crois pas au destin au sens cosmique, mais je trouve la mécanique intéressante. Qu'en pensez-vous? Elle réfléchit. J'en pense que la plupart des choses qui comptent vraiment arrivent par des portes dérobées. Pas celles que nous avons laissées ouvertes exprès, celles que nous avons oublié de verrouiller. Elle fit une pause. C'est soit réconfortant, soit terrifiant, selon le jour. Aujourd'hui, elle se tourna pour le regarder. Et à la lumière de la ville, son visage était sans défense, de la manière qu'il avait gagné lentement pendant des mois. Pas de comédie, pas de gestion, pas de composition soignée, juste elle. Aujourd'hui, c'est réconfortant, dit-elle. Il tendit la main à travers l'espace entre les chaises et prit la sienne. Elle le laissa faire. Ils restèrent assis là, un peu plus longtemps, tandis que la ville continuait en dessous d'eux, dans son énorme indifférence. Pleine de ses propres milliers de portes dérobées, de serrures oubliées et d'arrivées inattendues. Octobre arriva, et avec lui le 7e anniversaire de Lily. La fête eut lieu un samedi après-midi, et Lily avait été précise sur ses exigences. Des dinosaures, évidemment, un gâteau en forme de volcan. Des décorations vertes parce que le vert était la meilleure couleur. La liste des invités, que Lily avait établie elle-même, comprenait 4 enfants de sa classe. Colin, Dana, la babysitter de l'étage, la mère de Mason, qui était venue de Dayton la veille, et Mademoiselle Vicky. La mère de Mason, qui s'appelait Ruth, et qui avait observé son fils avec une intelligence maternelle attentive toute sa vie, avait été mise au courant pour Victoria 2 semaines auparavant. L'appel s'était mieux passé qu'il ne l'avait prévu, et avait produit la réponse qu'il avait appris à attendre de sa mère, qui était une seule question directe. « Est-ce qu'elle est bonne avec toi et avec Lily ?» Il avait dit oui. Elle avait dit « Alors je suis contente ». Et c'était tout. Parce que Ruth Calloway n'avait jamais été une femme qui avait besoin de plus d'informations que ce qui était pertinent. Une qualité que son fils avait héritée incomplètement, et sur laquelle il travaillait encore. Victoria arriva à midi avec un cadeau emballé. C'était une encyclopédie illustrée complète de la vie préhistorique.
Selon l'évaluation immédiate de Lily, c'était la meilleure chose que quelqu'un lui ait jamais donnée. Elle la tenait à 2 bras et informa Victoria qu'elle pourrait venir à ses fêtes chaque année. Ce que Victoria accepta avec une gravité qui honorait le poids de l'offre. Mason observa cela de l'autre côté du salon et sentit la présence accumulée de tout dans sa poitrine. Sa mère riant avec Colin. Lily expliquant la supériorité du stégosaure à 2 de ses camarades de classe, avec un niveau de passion franchement impressionnant. L'appartement plein de bruit, de couleurs et du chaos magnifique spécifique d'un enfant qui était sincèrement aimé par les gens autour d'elle. Victoria apparut à ses côtés. « Tu vas faire la tête, dit-elle doucement. »« Quelle tête ?»« La tête où tu regardes tout ça, et quelque chose se passe dans ton expression que tu ne contrôles pas. » Elle ne le regardait pas. Elle regardait la pièce. « Tu l'as fait depuis environ 30 secondes. Je ne sais pas de quelle tête tu parles. »« Si, tu le sais. » Il le savait. Il regarda la pièce et se laissa ressentir ce qu'il ressentait sans essayer de l'organiser d'abord. La gratitude et la tendresse. Et l'émerveillement particulier d'être arrivé quelque part où l'on n'avait pas prévu d'être, et de découvrir que c'était exactement là où l'on devait être. Ce n'était pas une image parfaite. Sa mère avait apporté le mauvais gâteau au café, et il avait dû trouver discrètement une place pour lui dans le placard. Un des camarades de classe de Lily avait déjà pleuré une fois, et avait été consolé et allait bien maintenant. Le gâteau volcan penchait légèrement d'un côté, et devait être positionné avec soin sur la table pour que cela paraisse intentionnel. Rien n'était lisse, rien n'était parfait. C'était juste réel, ce qui était la seule version de tout cela qui ait jamais compté. Merci d'être venu aujourd'hui. Et il dit, elle se tourna pour le regarder. Lily m'a invité. Je crois qu'elle a émis une directive formelle. Tu sais ce que je veux dire. Elle le savait. Il pouvait le voir dans la façon dont elle soutint son regard un moment avant de regarder de nouveau la pièce. Je sais ce que tu veux dire. Sa mère se matérialisa de son autre côté avec la capacité de téléportation spécifique que les mères développent après des décennies de surveillance des pièces. Elle avait 61 ans, les yeux de son fils et une franchise amicale plutôt que chirurgicale. Et elle avait discrètement catalogué Victoria au cours des 40 dernières minutes avec la subtilité d'une femme qui avait fait ce genre d'évaluation toute sa vie d'adulte. « Victoria, dit-elle avec la chaleur de quelqu'un qui a déjà pris une décision. Mason me dit que vous êtes dans le conseil. Conseil stratégique? Oui. Victoria tendit la main et sa mère la prit. Et vous êtes venu de Dayton. C'est un trajet de 4 heures et ma petite fille a 7 ans. Je l'ai fait pour de pires raisons. Ruth regarda Mason avec l'exaspération brève et affectueuse d'un parent qui a regardé son enfant compliquer sa propre vie pendant 3 décennies. Il ne m'a pas dit que vous étiez si posé. Il a juste dit intelligente et directe. Elle jeta un coup d'œil à Victoria, ce qui est exact mais incomplet. « Maman, dit Mason. Je la complimente, dit Ruth doucement. Victoria sourit presque. J'apprécie. Il était précis, bien qu'économique. Il est économique sur tout ce qui compte, dit Ruth. Il tient ça de son père. Elle regarda Lily de l'autre côté de la pièce, qui était en train d'arranger l'encyclopédie sur la table à côté du gâteau volcan, avec le soin spécifique de quelqu'un qui considère les 2 objets d'une importance cérémonielle égale. Elle est merveilleuse, Mason. Je sais, dit-il. Les yeux de sa mère, dit Ruth. Mais la façon dont elle se déplace dans une pièce, la façon dont elle pense, c'est tout toi. Il ne dit rien. Ruth lui serra brièvement le bras une fois et se dirigea vers Lily avec l'aisance d'une grand-mère qui savait exactement où on avait besoin d'elle. Mason et Victoria se tenaient côte à côte dans le bruit, la couleur et l'excellent désastre de la fête. Sans se toucher, sans rien jouer, juste présents ensemble dans la vie qui s'était construite autour d'eux depuis janvier. « Votre mère est redoutable, dit Victoria. Elle l'est vraiment. Elle m'a approuvé en environ 90 secondes. Elle vous a approuvé avant de vous rencontrer. Elle l'a juste confirmé en 90 secondes. Une pause. Comment m'a-t-elle approuvé avant de me rencontrer? Parce que j'étais heureux. Il le dit simplement, de la manière dont les choses simples doivent être dites quand on trouve enfin le bon moment pour les dire. Elle m'a regardé ne pas être heureux pendant 3 ans. Et puis je l'étais. Elle n'avait pas besoin des détails. Victoria était silencieuse. Il se tourna pour la regarder, et elle observait la pièce avec l'expression qu'elle avait quand elle tenait quelque chose qu'elle ne savait pas encore comment poser. Victoria. Elle le regarda. « Je ne vais pas faire de discours, dit-il.
Je suis mauvais en discours, et nous sommes à la fête d'anniversaire de dinosaure d'une enfant de 7 ans. Et je suis presque sûr que Lily est sur le point de rediriger tout le monde vers le gâteau. Elle se positionne près de la table depuis 4 minutes, confirma Victoria. Alors je vais le dire rapidement. Il la regarda directement, de la manière dont elle l'avait toujours regardé. Pas de comédie, pas de composition soignée, juste la vérité dans le langage le plus simple disponible. Je t'aime. Ce n'est pas une déclaration qui nécessite une réponse. C'est juste, c'est vrai, et tu devrais savoir que c'est vrai. Et je voulais le dire une fois clairement, pour que nous travaillions tous les deux à partir des mêmes informations. Elle le regarda un long moment. La fête continuait autour d'eux. Le rire de Collins, de l'autre côté de la pièce. La voix de Lily annonçant que c'était l'heure du gâteau, avec l'autorité de quelqu'un qui gérait cet événement depuis qu'elle avait 6 ans et demi. Et aucun d'eux ne bougea. « Je sais, dit-elle, puis doucement. Je t'aime aussi. Cela ne nécessite pas non plus de réponse. Je veux juste que tu aies cette information. » Il hocha la tête. « D'accord, dit-il. D'accord, dit-elle. » Lily apparut entre eux de nulle part, comme Lily avait l'habitude de le faire, attrapant une de leurs mains à chacun avec l'aisance possessive de quelqu'un qui considère les deux personnes comme fondamentalement siennes. « C'est l'heure du gâteau, annonça-t-elle. J'ai besoin que tout le monde vienne voir le volcan. »« Le volcan est super, ma puce, dit Mason. »« Il penche un peu, dit Lily, avec une acceptation totale de ce fait. Mais papa dit que les choses imparfaites sont quand même de bonnes choses. » Victoria regarda Mason. « C'est une chose que je lui dis, dit-il. Quand as-tu commencé à lui dire ça? » Il y réfléchit. Probablement vers janvier. Elle le regarda, et quelque chose dans son expression était entièrement ouvert. Pas d'armure, pas de contenance maîtrisée. Juste une personne qui avait été seule à l'intérieur de sa propre précision pendant longtemps et qui avait trouvé, dans la géométrie la plus inattendue imaginable, un endroit où la précision et l'imperfection pouvaient exister en même temps sans que l'une ne l'emporte sur l'autre. Il pensa que c'était la chose la plus honnête qu'il ait jamais vue sur le visage d'une autre personne. « Allez !» dit Lily en tirant leurs deux mains. « Le volcan attend !» Ils la laissèrent les guider à travers la pièce. Le gâteau volcan fut coupé, la chanson d'anniversaire fut chantée. Et Lily souffla 7 bougies d'un seul souffle énorme. Puis elle leva les yeux avec la satisfaction radieuse spécifique de quelqu'un qui vient d'accomplir quelque chose d'important. Ruth photographia tout. Colin se mit du glaçage sur sa chemise et accusa Lily, qui nia toute responsabilité avec la confiance de quelqu'un qui sait que les preuves sont circonstancielles. Un des petits invités s'endormit sur le canapé à 4 heures. L'encyclopédie préhistorique fut consultée 2 fois pendant la fête par Lily et 1 fois par Victoria, ce que Lily nota avec approbation. À 6 heures du soir, les invités étaient partis. Ruth restait dans la chambre d'amis. Donna avait aidé à nettoyer et était remontée chez elle, et Lily était assise dans les décombres du salon, tenant toujours l'encyclopédie. Elle montrait des signes d'être trop fatiguée pour dormir, ce qui était l'état spécifique qu'elle atteignait les jours importants. Mason s'assit par terre à côté d'elle pendant qu'elle lui montrait une page sur la période jurassique. Elle lui expliquait des informations qu'elle connaissait déjà et qu'elle confirmait maintenant par écrit. Victoria s'assit sur le canapé derrière eux. À un moment donné, Lily s'appuya contre l'épaule de Mason. L'encyclopédie bascula vers sa poitrine et ses yeux commencèrent à perdre leur concentration. Et elle dit d'une voix déjà à moitié endormie. « Mademoiselle Vicky devrait venir à mon anniversaire chaque année. »« Tu le lui as déjà dit, » dit Mason doucement. « Je le lui redis, » dit Lily, « parce que je le pense. » Il leva les yeux vers Victoria. Elle regardait Lily avec une expression qu'il n'avait jamais vue auparavant. Pas posée, pas prudente, pas l'une des versions maîtrisées d'elle-même qu'il avait passé des mois à apprendre à voir au-delà. Juste ouverte, juste sans défense. Juste une personne à qui on avait donné quelque chose qu'elle ne s'était pas permise d'attendre. Il ne savait pas quoi faire d'autre que de le tenir très soigneusement. « Chaque année, dit Victoria, je serai là. » Lily hocha la tête, satisfaite, et ferma les yeux. Et Mason s'assit sur le sol de son salon, pendant que sa fille s'endormait contre lui. Et le soir d'octobre tombait dehors par les fenêtres. Et il tenait l'ensemble de cela, l'imparfait, l'arrivée de côté, contre toute planification raisonnable, la réalité de sa vie, et il le sentit comme la chose qu'il était réellement. Pas de la chance, pas du destin, pas une histoire qu'il aurait écrite si on lui avait donné le plan à l'avance.
Parce qu'il aurait supprimé le rendez-vous arrangé, la mère de l'ex-femme, les 3 années difficiles, et toutes les parties qui ne ressemblaient pas à un plan. Et il aurait fini avec quelque chose de plus propre, de plus vide et de faux. La vérité était que les choses qui comptaient étaient venues par les portes dérobées. La porte dérobée avait été une réservation de restaurant faite par 2 personnes qui voulaient bien faire et n'en savaient pas assez. La porte dérobée avait été de rester quand tout instinct raisonnable disait de partir. La porte dérobée avait été une femme qui avait dit « Je les trouve précieuses » et le pensait. Qui avait dit « Je n'ai jamais pensé que c'était de votre faute » et le pensait aussi. Qui se tenait dans sa cuisine à la fête d'anniversaire d'une enfant de 7 ans, sa contenance entièrement tombée, ses yeux sur sa fille endormie, et pensait tout ce qu'elle n'avait jamais pu dire complètement à voix haute. Il avait longtemps cru que l'amour nécessitait des conditions parfaites, qu'il nécessitait le bon timing, la bonne histoire, les bonnes variables s'alignant correctement avant de s'autoriser à y entrer. Il traitait son propre cœur comme un contrat qui avait besoin de tous les termes définis avant de pouvoir signer. Ce qu'il savait maintenant, ce qu'il avait appris de manière progressive, imparfaite, incluant des disputes, parfois inconfortables, comme on apprend les vraies choses, c'est que les conditions n'étaient jamais parfaites. Les conditions n'allaient jamais être parfaites. On y entrait quand même, ou on n'y entrait pas du tout. Et il y avait des choses qui n'existaient que de l'autre côté de ce pas. Lily respirait lentement maintenant. Mason bougea légèrement pour qu'elle soit plus à l'aise contre son épaule sans la réveiller. « Elle dort », dit-il doucement. « Elle a lutté pendant environ 20 minutes, dit Victoria. Je suivais. Elle lutte toujours les bons jours. Elle ne veut rien manquer. » Victoria les regarda tous les deux. Elle n'a rien manqué. Il sourit. Pas la version prudente, pas celle qu'il mettait pour les pièces et les situations. La vraie, la privée, qu'il avait appris à laisser sortir depuis janvier. « Merci, dit-il, pour aujourd'hui, pour tout. »« Arrête de me remercier, dit-elle. Pas méchamment, je le pense. Je sais que tu le penses. C'est pour ça que je te dis d'arrêter. Tu n'as pas besoin de me remercier d'être quelque part où je veux être. » Il la regarda. Elle le regarda en retour. Le soir d'octobre était entièrement calme maintenant dehors, la ville faisant sa douce chose nocturne. L'appartement contenait la chaleur d'une journée bien passée. Il n'y avait pas de résolution au sens d'un problème résolu. Il y avait juste ça, la réalité spécifique, méritée, imparfaite de 2 personnes qui avaient traversé assez pour savoir ce qui comptait. Assises dans une pièce où un enfant dormait avec son encyclopédie d'anniversaire. Et un gâteau volcan avec une légère inclinaison attendait dans la cuisine. Et le reste, tout le reste, était encore à venir. Pas malgré la difficulté, mais à cause d'elle. Parce que c'était la difficulté qui leur avait demandé à tous les deux d'être réels. Et la réalité qui lui avait donné un sens. Et le sens qui avait valu les portes dérobées, les mauvaises réservations, les heures inconfortables. Et tous les mois à s'apprendre l'un l'autre de la manière prudente, honnête, parfois douloureuse, que toute chose vraie exigeait. C'est à ça que ressemblaient vraiment les secondes chances. Pas grandiose, pas propre. Pas la version où tout se résolvait en douceur et en facilité et où aucune des vieilles cicatrices ne restait. Juste 2 adultes et un enfant endormis dans un appartement en octobre, se choisissant l'un l'autre de la manière simple, constante et quotidienne qui était la seule sorte de choix qui tenait. C'était suffisant. C'était tout.